tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Épisode exceptionnel aujourd'hui puisqu'on va parler d'un monument du genre, le célèbre Ring d'Hideo Nakata sorti en 98. Film qui a connu un tel succès à l'époque qu'il a été un catalyseur pour le cinéma de genre japonais, auparavant plutôt présent dans les rayons vidéo, et qui a par la suite connu un énorme retour en force dans les salles de cinéma japonaises avec des films comme Ju-On, Kairo, Darkwater et j'en passe. Un tel phénomène au Japon que même le réalisateur Hideo Nakata avait du mal à comprendre l'engouement quand le film est sorti dans les salles de cinéma nippon. Lui qui pensait faire un film destiné aux jeunes adultes et qui s'est retrouvé à lire dans les journaux que les lycées et même les écoles primaires étaient touchés par la vague Ringu, avec des jeunes filles qui s'amusaient à se mettre les cheveux en avant sur leur visage et à jouer à Sadako, la désormais cultissime fantôme du film. Dans Ring, la jeune journaliste Reiko Asakawa enquête sur une étrange rumeur concernant une mystérieuse cassette VHS qui, une fois visionnée, provoque une malédiction qui donne 7 jours à vivre au spectateur. 7 jours avant que la jeune Sadako, en robe blanche avec ses longs cheveux noirs, sorte du téléviseur de la victime pour le tuer. Notre protagoniste va évidemment regarder la VHS maudite et se retrouver dans une course contre la montre pour découvrir le mystère derrière cette malédiction et essayer de sauver sa vie, celle de son fils et celle de son ex-mari qui ont aussi regardé la cassette. Un film qui a donné naissance à une maxi-franchise, des tonnes de suites au Japon, avec même un crossover avec la saga Ju-On, Sadako vs Kayako, un remake américain qui a donné naissance à sa propre franchise aux États-Unis, des hommages et des parodies dans Scary Movies, des crossovers dans des jeux vidéo comme Dead by Daylight, des mangas, des séries télé et j'en passe, mais avant d'être une franchise et un film culte, il est important de rappeler que Ringu est issu d'un roman de Koji Suzuki qui a même été adapté à la télévision japonaise avant le Ring d'Hideo Nakata, mais on reviendra sur tout ça dans quelques minutes lors du point franchise. Avant ça, et avant de se lancer dans le vif du sujet, on est très heureux de pouvoir vous proposer en seconde partie d'émission une interview exclusive de Rie Ino et Takuya Wada. Rie Ino, c'est tout simplement la comédienne derrière Sadako, et Takuya Wada, c'est le directeur des maquillages et des effets spéciaux du film, et c'est lui qui a designé le personnage de Sadako. Deux invités assez exceptionnels donc, qui sont passés récemment à la Japan Expo et qu'on a pu interviewer pendant 20 petites minutes, mais on y reviendra en deuxième partie d'émission, car on n'a pas que des invités exceptionnels aujourd'hui, nous avons aussi des chroniqueurs et des chroniqueuses exceptionnelles comme Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Oh là là, merci Romain. C'est cadeau. C'est vrai. C'est pour le départ en vacances. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Dario de la team Jumpscare. Hello. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, rédactrice pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même Romain, votre hôte. Alors, avant de se lancer dans Ring, Mylène, pour préparer l'épisode, tu t'es tapé quasiment toute la franchise, film japonais et film américain inclus, comme une guerrière en légende. Meuf, j'ai vu tes stories Insta, je me suis dit que t'étais... Je me demandais si c'était un appel à l'aide ou quoi, tu vois, c'était Un peu. Elle a fait ça en 48 heures en plus. Faut bien le noter. Tous les 2 heures, une story Instagram de Mylène sur la franchise. J'ai mis les stories en mode comme ça, si je survis pas, tu vois, il y a des marques, il y a des preuves. Si je me suis fait tuer avant la fin du marathon. Peut-être que dans 7 jours, non. C'est vrai, putain, 7 jours. Non, 7 jours, je suis censée être dans ma piscine, donc non, me tuez pas. Mais non, effectivement, je me suis lancée au départ. L'idée de base, c'était juste de mater le téléfilm de 95, parce que c'était le seul que j'avais jamais vu. C'était vraiment le plan initial. Mais bon, des fois, on change un petit peu de route. Puis on se tape toute une saga, tous les remakes. J'ai même failli me taper les séries, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut arrêter, faut être sérieux. C'est dangereux. Donc je me suis tapé ce téléfilm, de 95, qui est un téléfilm plus du coup dans une ambiance un peu policière où finalement on va suivre en fait un protagoniste masculin. Sadako est principalement à poil. Voilà, c'est vraiment là, on va avoir un autre outfit. Bizarre. C'est vraiment, ouais. Les femmes dans ce film ne servent qu'à faire la popote ou à montrer leurs boobs. Du coup, là, pour le coup, la version d'Hideo Nakata a été plutôt cool par rapport à cette version-là. Surtout que le téléfilm, apparemment, il est vraiment plus proche du bouquin que justement la version dont on va parler aujourd'hui. Un autre élément important en fait dans le téléfilm qui n'est pas évoqué dans les autres versions, sauf dans le remake coréen, c'est que Sadako est intersexe. Ça, c'est quelque chose qui va être modifié par la suite. Sadako, dans les autres versions, c'est une femme, et là, du coup, dans cette version-là, dans le livre et dans le remake coréen, elle est hermaphrodite. Donc ça, c'est aussi un changement, et du coup, il y a aussi plein de petits néons sympas, donc ça, par contre, c'est cool. Évidemment. Ensuite,
Ensuite, je me suis tapé, du coup, j'ai revu Ringu, et là, clairement, c'était l'un des meilleurs moments de ce marathon, faut quand même dire les choses, qui est sorti en 98, donc là, déjà, on voit que c'est plus du tout un téléfilm et qu'il y a un autre level. Seul que j'ai pas revu, c'est The Spiral, qui est du coup la suite de Ringu, mais qui a été tourné en même temps que Ringu. C'est clairement l'opus oublié de la franchise, c'est-à-dire qu'il est très dur à trouver, très peu de gens, même les fans, l'ont vu. Que des gens comme Fabien Moreau pour m'envoyer des MP en me disant alors oui, je vois ta liste, mais est-ce que tu l'as vu celui-là ? Non, parce que sinon je peux te l'envoyer, vraiment, je peux te la rallonger ta liste. Voilà, c'est un sadique, disons les choses comme elles sont. Et donc voilà, ça devait être une suite de Ring, et c'est adapté d'ailleurs du roman de l'auteur. Finalement, donc il y aura quand même en 99 un Ring 2 qui sera, on va dire, la suite officielle, celle qu'on va mettre en avant, où là, du coup, on va suivre en fait l'autopsie de Sadako, qui va nous révéler qu'elle est restée 30 ans vivante dans son puits, mais aussi on va suivre du coup l'amante de l'ex-mari de Reiko. Pour le coup, ça tient pas des masses la route, à savoir qu'en plus, entre-temps, après Spiral, on va avoir 2 séries. Ring The Final Chapter qui va sortir en 99 et Risen, la série qui sort aussi en 99. Donc en 99, on a quand même 2 saisons et un film, plus le remake coréen, The Ring Virus, qui donc là, pour le coup, sort parce qu'en fait, à l'époque, en Corée, les produits, les films japonais n'arrivaient pas jusqu'en Corée. Et donc, du coup, la volonté, c'était de faire le remake pour pouvoir, on va dire, proposer une version de The Ring qui serait accessible en Corée. L'interdiction, donc, du coup, d'importer des produits japonais va être levée en 98, mais le film était quand même déjà en train de se faire. Donc, il sortira le 12 juin 99. Donc, pour le coup, cette version, elle est assez cool. Faut savoir que s'il y a énormément de produits autour de The Ring, un truc qui est quand même compliqué, c'est que même les suites officielles ont tendance à beaucoup changer la nature de Sadako, ont tendance à changer son histoire. Bon, si vous aimez les franchises, vous savez que ça, c'est toujours un peu le lot des franchises. Quand il commence à y avoir trop de films, ça commence à partir un petit peu en cacahuète. En 2000, on va avoir Ring 0. Et ouais, Ring 0, voilà, c'est le préquel, où là, on va suivre Sadako qui fait du théâtre. J'aime bien celui-là, je l'aime bien. Est-ce que là, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à être en burn-out ? Je sais pas. Tu l'as vu, toi, Lily ? Oui, et en fait, j'avais pas fait le rapport. Les puzzles, les pièces du puzzle viennent de s'assembler dans ma tête. C'est pour ça qu'elle ressemblait à Sadako, le personnage. Putain, j'avais pas compris. Ok, bon, voilà, bref. Non mais Lily, je c'est t'adore. Ça de regarder les films en russe sous-titrés en espagnol. Je t'adore. Franchement, il faudrait t'inventer, t'es incroyable. Mais du coup, voilà, ouais, c'est le préquel, et donc on va suivre Sadako qui est une jeune étudiante qui fait du théâtre pour évacuer, en fait, parce que c'est une étudiante timide, qui trouve pas trop sa place. Elle va avoir un petit crush, Sadako, et puis elle se fait un peu bully. Il y a une espèce de vibe un peu Carrie dans ce film. Que moi j'aime beaucoup, franchement, même si du coup c'est un peu en décalé par rapport aux autres films. En plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que dans certaines versions, Sadako elle est méchante, et dans d'autres, en fait, c'est vraiment une fille qui a été martyrisée et qui en fait devient un fantôme vengeur. Donc du coup, ça dépend des versions, mais il y a des versions où en fait, même avant de mourir, c'était déjà quelqu'un d'horrible, quoi. Comme Godzilla. Voilà, c'est ça. C'est jamais Ça pareil. change en fonction des films. Voilà, et puis de ce que veut dire aussi le réal, ou aussi du fait qu'ils aient des idées ou pas, hein, bien sûr. Et du coup, en 2002, on va avoir le remake américain, que perso j'aime beaucoup. Perso féminin joué par Naomi Watts est beaucoup plus intéressant que dans l'original. Ensuite, en 2005, on aura un petit court-métrage qui fait la jonction entre du coup The Ring 1 et The Ring 2. The Ring 2 qui est une purge monumentale. Il sort en 2005. J'avais un souvenir plutôt positif de ce film. Et je sais pas si c'est parce que j'arrivais au bout de mes visionnages. Et en vrai, je dis au bout, mais là, vu ce qui me restait après, en fait, il y avait des trucs encore pire que ça. Le 2, c'est vraiment une purge, en fait. Il y a plus d'histoire à raconter. Je pense que comme Ring 2, l'original, The Ring, la version américaine, c'est très compliqué. L'enfant est insupportable. On a envie de lui mettre un gros coup de pelle. Je pense qu'en plus, Scary Movie est passé par là. Et du coup, en fait, c'est compliqué de pas le voir comme une parodie, quoi. C'est un peu, voilà. Et ce qui est super triste aussi avec ce film, c'est que paradoxalement, il est réalisé par Nakata, le réalisateur du Ring original, quoi. Oui. Et du coup, on aurait pu s'attendre à une suite américaine cool, et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Mais il se passe pas au Japon, celui-là Non, celui-là, c'est... en fait, le remake, il se passe toujours aux États-Unis. Et du coup,
Rachel, puisqu'on sait très bien qu'elle s'appelle Rachel, parce que le gamin, dans tout le film, va faire que crier son nom. Puis, je me rappelle pas des noms des personnages, mais là, c'était tellement insupportable, il fait que ce film à l'appeler tout le temps. Du coup, ils vont déménager, et en fait, ils vont être à nouveau poursuivis, par Sadako, quoi. Qui, pour le coup, va s'en prendre directement au gamin, et va même essayer un peu de le posséder et de tuer par lui, en fait. Et là, pour le coup, ça rejoint un peu Ring 2, la version originale, quoi. Tac. Non, mais c'est pas ce... C'est avec Sarah Michelle Gellar, non? Non, ça c'est The Grudge. Ça, c'est Oui, d'accord, pardon. Excusez-moi, je confonds. Oh là là, je Lily, fatiguée, elle est en chaud. train de respirer dans la climatisation, je pense que là, ça va aller, Gaz. Lily. Ça va aller, ouais. Faut pas respirer la clim, Fatiguée. faut pas la respirer. On va faire une pause après. Lily, t'inquiète. C'est bientôt les vacances, t'inquiète, Lily. Et donc, du coup, après, The Ring 2, qui était très compliqué et qui, du coup, n'était pas aussi bien que dans mes souvenirs, parce que moi, j'avais un super souvenir de cette suite, mais en fait, c'est une sacrée purge. J'ai commencé parce qu'il faut savoir que tous ces films, je les ai revus, je les avais déjà vus. Donc, j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu me dire, Mylène, regarde ta note Sens Critique, il est sacrément mal noté. Mais j'ai continué. Et du coup, je me suis tapé Sadako 3D, qui date de 2005. Et là, C'est chaud. c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je me suis tapé Sadako 3D 1 et 2. Comment vous dire, là, la mythologie, elle est totalement changée. Pour le coup, c'est des films à voir si on veut voir les effets 3D. Parce que les effets de jaillissement de fantômes sont assez cool. Pour le coup, moi, je l'ai pas vu en 3D, parce que canicule oblige, c'est une très très mauvaise idée de mettre un vidéoprojecteur quand il fait 37 dans votre appartement. Donc, du coup, je l'ai pas vu, je l'ai vu en 2D. Donc, j'ai vraiment souffert avec ces deux films de merde. Ensuite, en 2017, on a The Ring, donc là, qui est un espèce de reboot, si je dis pas de conneries, américain. Pour le coup, celui-là, il est pas déconnant. J'en avais un assez mauvais souvenir. Là, on va essayer de revenir sur l'origine de Sadako, sa mère. Il y a des trucs qui sont un peu pétés. Bien sûr, le film, en fait, est très simple au niveau du scénario. Il n'y a pas vraiment de personnages bien écrits. C'est vraiment des jeunes relativement cons. On essaye de nous mettre un prof d'université qui, lui aussi, est très, très con. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on est quand même à un moment où Sadako, elle fait moins peur parce que c'est devenu un élément de la pop culture. Et je trouve que le film est plutôt malin parce qu'il arrive à remettre des petits moments de frousse qui fonctionnent assez bien. Pour le coup, à mon sens, ça marche bien. Et ensuite, parce que ça continue, en 2019, Hideo Nakata revient à la réal avec un film qui va sortir au Japon, mais pas du coup en France ni ailleurs. Il va faire Sadako, donc qui sortira donc en 2019. Là, c'est plus une VHS, on va partir sur YouTube avec un petit youtubeur qui va faire, je sais plus de mémoire, de l'urbex, bref, et ça part complètement en cacahuètes. Là, il y a des incohérences de scénario, mais à tous les niveaux. Et je pense qu'en fait, clairement, Nakata, il aurait dû s'arrêter là, en fait. Je pense que c'est bien, faire un bon film, c'est suffisant, et il fallait laisser Sadako. Clairement, c'est très compliqué. Et ensuite, le seul que je n'ai pas revu avec The Spiral, en 2022, il y a Sadako DX. Et du coup, là, je me suis dit, pour le coup, arrête-toi là, tu as assez souffert, c'est bon, l'expérience est terminée. Je dois remercier tous les gens qui m'ont envoyé des MP pour savoir si j'allais bien. Parce que j'ai reçu beaucoup de MP de gens qui m'ont demandé comment ça se passait mes revisionnages et pourquoi je m'infligeais ça. Sachez que c'était pour la science. Et t'as pas tenté Sadako versus Kayako? Ah si, punaise, je l'ai oublié dans ma liste parce que je suis une brêle. Je crois qu'il date de 2017, non? Ou... Il date de 2017. Alors là, faut savoir que tous ces films-là, je les ai vus donc quand ils sont sortis parce que j'étais toujours très très curieuse, que ça soit par la 3D ou par les concepts un peu pétés. Et alors celui-là, la com, elle était tellement incroyable. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. En plus, pour le coup, ça, c'est un sujet qu'on a eu avec Lily en off. C'est qu'on parlait, en fait, de l'impact, donc elle, plus de The Ring dans sa jeunesse. Et moi, je parlais de The Grudge. Qu'en fait, The Grudge, ça avait été aussi une porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de remakes américains, de films asiatiques. Et que j'ai bouffé énormément de films d'horreur asiatiques. Donc, moi, j'adore The Grudge. Personnellement, le petit bruit du gamin, enfin bref, je le fais très mal, il fait trop chaud. Du coup, ce petit bruit me traumatise. Le petit bruit du chat, c'est pareil. Voilà, ça marche très très bien sur moi. En plus, il y a Buffy. On en revient toujours à Buffy. Donc, du coup, quand ce film a été annoncé, eh ben, j'avoue, j'étais hyper curieuse. Et suspense, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Franchement, Quelle surprise. c'est n'importe quoi. En plus, ce film reprend donc du coup la DA qui a déjà été instaurée dans Sadako, c'est-à-dire de mettre du rouge et du bleu partout. Je comprends pas, c'est dégueulasse. Franchement,
c'est moche, c'est vraiment, pour moi, c'est la photographie pour les pauvres, quoi, enfin pour les nuls plutôt, et je trouve ça mais horriblement moche, ça ne fonctionne pas, et en fait, il y a même des moments où je savais plus quel film je regardais, alors que je l'avais déjà vu, et en fait, je comprenais plus rien à l'histoire, je trouvais que tous les protagonistes étaient pétés, je crois qu'en plus, celui-là, il est réalisé par Koji Shirachi. J'ai beaucoup l'apprécier parce qu'avec On vous ment, on voit au moins 4 de ses longs métrages par an. Mais là, non, Koji, il faut arrêter. Des fois, il faut laisser... c'est pas possible, là. C'est pas possible. Je pense que le concept était très marrant sur le papier. Mais malheureusement, quand t'as pas de scénar, bah, ça marche pas. Et c'est complètement en roue libre. On dirait un film qui a été fait bourré en lendemain de soirée, quoi. Bilan, en fait, je pense que clairement, vous pouvez vous arrêter à Ring 0. Je pense que... Si, matez les remakes américains. Mais voilà, vous pouvez vous en faire que 5 et après laisser le reste, quoi. En tout cas, tout ce qui est Sadako, Sadako DX, c'est clairement pas des bons films. Je crois que Az, qui pourtant adore Sadako, ne les aime pas non plus, tu vois, alors que Sadako, c'est quand même sa princesse. D'ailleurs, gros bisous à Az. Il est très très fan de Sadako et il adore cette mythologie. Et même lui, à l'époque, il avait fait des vidéos juste après la sortie des films. C'est le premier à avoir dit, bon, compliqué, tu vois. Donc même si quelqu'un qui aime autant ce personnage vous dit c'est de la merde, je pense que clairement, passez votre chemin. Énorme respect pour cette performance, parce qu'en plus, tu as fait ça en 48 heures. Oui, Ouais. Bravo. Pour la science. Cligne des yeux si t'es en danger, Mylène. hein. pendant une canicule. Non mais... Parce que Moi, quand j'ai dit qu'on allait faire un épisode sur Ringu, je demandais pas tant. hein. Mais moi non plus. Bah, Moi non plus, je me suis surprise toute seule. Hein. J'arrivais plus à m'arrêter. Je sais pas, il y avait une frénésie. moi, je vous avoue que je suis une vaste fumisterie parce que j'allais vous dire, moi j'aime bien Ring 2, mais en fait c'est The Grudge. Putain, mais Lily, tu me vends. C'est l'histoire de notre vie. On parle de films ensemble et on se rend compte qu'elle parle pas du même film, quoi. Putain. Oui, qu'elle parle du même film, ouais. Ouais, non mais... Merci quand même pour cet énorme point franchise, et je pense que là on a effleuré que la surface parce qu'on en a forcément loupé un ou deux quelque part, des trucs un peu plus indés. Et t'as dit qu'il y avait les séries télé, déjà, en effet. Alors, normalement, j'ai fait vérifier cette liste par Fabien Moreau. Donc, je crois que normalement, il en manque pas. Faut noter, le téléfilm, quand il est passé à la télévision, il a été remonté un petit peu, ils l'ont ressorti en VHS sous le titre Ring Kanzenban, Ah oui. qui est une version différente. En plus, il y a des remontages à prendre dans l'équation. Et là, on a bien sûr élagué les jeux vidéo, les comics, les mangas. Ah oui, j'ai pas du tout pris Les en hommages, compte, tout ça. Parce que si vous lâchez Mylène sur Dead by Daylight avec le DLC Ring, on la verra plus. En fait, elle va revenir platine dans le podcast. Je vais plus dormir. Déjà, j'ai pas dormi pour ce podcast, du coup. Ah bah, j'espère que tu vas t'éclater. Alors du coup, on va revenir quand même au film qui nous intéresse. Le premier, Ring. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Eh ben, moi, le premier Ring, c'est le remake de base. Parce que, bien sûr, comme pour The Grudge, en fait, j'ai découvert la version US avant l'original. Et faut dire que c'est un film qui, même si c'est pas parmi mes films préférés, avait bien marché à l'époque sur moi. Très vite, j'ai eu un peu la frénésie de voir... donc à l'époque, il y avait eu Pulse, qui était un remake. Il y avait eu, donc Pulse, qui est un remake de Cairo. Il y avait donc The Grudge et donc Ring. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'ai voulu tout voir les originaux, donc je me suis tapé vraiment comme là pour la franchise, j'ai fait pareil. Et quelle ne fut pas ma surprise à l'époque quand je me suis rendu compte que le personnage féminin de l'original était, on va dire, moins intéressant que dans le remake. C'est quelque chose qui m'a rendu très hermétique au film pendant longtemps. J'avais vraiment souvenir en fait d'un perso qui en fait au début est très maître de l'action et finalement se retrouve complètement à être celle qui suit son ex-mari et tout. J'avais sentiment un peu de visionnage amer et du coup j'avais pas voulu le revoir. Et puis il y a pas très longtemps, il est repassé à l'UGC. Ils ont fait des séances de films d'horreur, notamment la restauration donc 4K, qui a été fait chez Jokers. Je suis retournée le voir avec Lily et j'avoue que je l'ai beaucoup revu à la hausse. Alors, effectivement, ce personnage féminin et son traitement m'agacent toujours autant, même si aujourd'hui, avec le recul, du coup, je me rends compte que par rapport au roman de base et par rapport au téléfilm, en fait, ici, pour le coup, le scénario est quand même bien fait et on a quand même une modification qui est très notable. C'est-à-dire que là, on va suivre du coup Reiko, qui est une mère célibataire, qui est un peu dépassée finalement par son statut, qui est assez isolée et pas mal dans son travail. Alors, on peut y voir une fille qui est très carriériste. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment aussi qu'on a une époque où en fait, c'était soit les femmes, elles étaient mères au foyer, soit elles étaient très boulot. Et du coup, il y avait pas de juste milieu. Du coup, son personnage, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas extrêmement bien écrit. On est aussi dans une période où au Japon, il y a énormément du coup de divorces, beaucoup de mères célibataires et du coup donc son personnage et comment il est traité, c'est aussi hyper intéressant parce que là son fils en fait, il est âgé de
5 ans, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Et en fait, clairement, il est vraiment traité comme un adulte. C'est lui qui s'autogère, clairement fait la bouffe, sort la robe de sa mère, lui attache sa robe. Vraiment, c'est l'homme de la maison. Je trouve que ça, c'est une dynamique qui est hyper intéressante. Toute la première demi-heure, je l'aime énormément. J'aime bien ce qui se crée avec le personnage de Reiko. Comment, en fait, elle va être impliquée dans l'enquête. Comment, en fait, elle va un petit peu faire des recherches à la Candyman. Il y a un peu cette notion-là où, en fait, elle est en train de glaner quelques infos. En plus, on a pas mal de jeux entre, les enregistrements, la cassette... vraiment avec le visuel que je trouve hyper intéressant. La scène d'intro, je la trouve aussi très très chouette. Je trouve que l'utilisation de la couleur bleue, elle est très très cool. Et après cette première demi-heure, finalement, je suis un peu agacée parce que justement, l'ex-mari arrive. Et pour moi, c'est vraiment le bémol du film parce que j'ai envie de lui mettre un coup de pelle, mais d'une force, ou alors de lui faire vivre la même chose que Maxine dans le film Maxine, et je ne spoilerai pas. Mais du coup, je déteste ce personnage, et pourtant j'adore cet acteur. Il joue dans Westworld, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais là, son perso, il est exécrable. Dans Mortal Kombat aussi. Ah, mais en fait, il joue dans plein de trucs, ce mec. Je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit... En fait, Hollywood, ils ont un japonais, c'est lui. Il y en a 2. Il y a Ken Watanabe aussi, celui qui est dans les films de Chris Nolan. Oui, et dans Pirates des Caraïbes. Il y en a 2. Les 2 japonais. Ils sont les pauvres. Et donc voilà, du moment qu'il arrive, en fait, c'est hyper dommage. On voit, en fait, la dynamique. Déjà, dès le départ, quand on le voit croiser son fils, bon, on comprend. Je suis désolée, je spoil, mais bon, le film, il est quand même pas tout jeune. On comprend clairement que c'est son fils, qu'en fait, il en a rien à faire, que ni l'un ni l'autre ne savent qu'ils existent, et enfin, quelle tête ils ont, quoi. Il y a une espèce de distanciation. Et en fait, Reiko, à partir de là, elle devient complètement désespérée. Il y a un truc où on dirait qu'elle veut presque être menacée de mort pour que lui reste pour la sauver. Elle en abandonnerait même son fils. Et donc, c'est là où je trouve que c'est un peu mal écrit. Pour moi, c'est fait exprès, mais... Totalement fait exprès, je trouve aussi. Oui, toi, tu disais... vas-y, Lily, ouais, tu disais que toi, c'était fait exprès. Après c'est un très long cheminement, donc je pense que je vais plutôt te laisser terminer. Désolée, je t'ai coupé pour rien. T'inquiète. On dirait qu'elle est complètement désespérée. Il y a plein de scènes comme ça où elle appelle son fils et limite, c'est son ex-mari qui lui rappelle que son fils l'attend et tout. En fait, ça m'agace. Et il y a vraiment des scènes dont je me souvenais un peu déformées, je l'avoue, où en fait j'avais l'impression que clairement elle ne prenait aucune décision. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments où elle est complètement teubée, et alors que c'est un personnage que j'aime bien. Pour moi, c'est le bémol du film, et après c'est un film que je trouve assez incroyable. Dans les années 90, pour moi c'est un vrai tournant dans l'horreur de manière générale. Je le trouve très beau. Il maîtrise extrêmement bien la tension, et notamment la tension sur ce qui est des coups de fil, de la peur du tube cathodique. Et donc en plus il y a vraiment un truc où j'ai eu un peu ce moment de nostalgie où justement elle retourne dans l'hôtel, dans la cabane, et que en fait elle cherche un peu les VHS. Ça m'a rappelé vraiment quand j'étais gamine et qu'on allait dans des gîtes où en fait les gens laissaient des VHS et que tu matais un peu tout ce qu'il y avait devant toi. C'est comme ça que j'ai vu Flashdance par exemple. Bon, il n'y avait pas la vidéo de The Ring, c'était un peu plus fun, mais du coup ça m'a un peu rappelé ça. Et c'est marrant parce que dans mes souvenirs, le film était très urbain. C'était vraiment que dans la ville. J'avais vraiment oublié qu'il y avait aussi une forte partie autour de la nature. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué au revisionnage et que j'ai beaucoup apprécié. Donc ouais, non, pour moi, c'est un grand oui. C'est vraiment un sommet de l'horreur. Et pour le coup, je conseillerais de le voir le premier et de voir aussi le remake parce que ça apporte deux... Déjà, on est vraiment, même s'ils n'ont pas été faits à beaucoup d'écart, il n'y a que 4 ans d'écart entre les films, on est quand même sur, on va dire, 2 grosses périodes de l'horreur. Pour moi, ils sont hyper intéressants à voir, presque en diptyque, quoi. Lily, toi, tu voulais intervenir ? Oui, alors moi, c'est tout un cheminement, mon interprétation de Ringu, parce que, de base, on touche un pan entier de mon adolescence, parce que ça a été l'une de mes portes d'entrée dans l'horreur, comme l'a dit Mylène. Tu parles du bon film. Je parle du remake de 2002. C'est le remake, le remake de 2002 qui, très bizarrement, a longtemps été titré Le Cercle de The Ring en français. Ce qui m'a toujours beaucoup fait rire. En mode, les Français, ils sont trop cons, donc on va l'appeler Le Cercle. Pour bien qu'ils comprennent les baguettes à béret, là. Et moi, en fait, je fais partie de ces gamines qui n'avaient pas le droit de voir des films d'horreur, dont les parents ne consommaient pas d'horreur, pas du tout. On voit comment ça a fini, hein. Voilà, c'est ça, je me suis rattrapée. Laissez vos enfants regarder des films d'horreur, par pitié. Sinon, ils feront des bocaux de pisse. Donc, j'ai eu accès beaucoup plus tard au collège. Et au collège, pourquoi ? Parce que c'est là que j'ai
pu commencer à aller dormir chez mes copains-copines. Et c'est là que j'ai découvert que tout le monde, à part mes putains de parents, avait la VHS de The Ring sur l'étagère du salon. De ce fait, ce film, le remake, du coup, je me le suis cogné à chaque soirée pyjama jusqu'à l'overdose. Au point qu'à la fin, je leur disais à tous, ouais bon, vous avez pas un autre film là? Vraiment. aussi parce qu'en vrai, j'ai un bon souvenir de ce remake, mais je l'ai pas trouvé si effrayant et si impressionnant que ça. Quand j'ai découvert que c'était une adaptation d'un film japonais, je me suis dit, c'est la même histoire que le truc avec la VHS là. Ouais, c'est bon, j'en peux plus de votre machin. Et grand mal m'en a fait parce que le jour où j'ai ouvert mes chakras et où je l'ai enfin vu, et en vrai, j'étais pas beaucoup plus vieille, je me suis aperçue que ça touchait un autre pan de mes passions adolescentes, parce que je me souviens très bien m'être exclamé devant le film, Sadako, c'est un yokai en fait. Alors, un yokai, si vous savez pas ce que c'est, et n'hésitez pas si parmi vous vous pouvez compléter ma définition, parce que on a tendance à expliquer ça très grossièrement en disant que ce sont des fantômes du folklore japonais, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ce sont plutôt des esprits malicieux qui peuvent être malveillants ou pas. Il y a plein de catégories de yokai. Il y en a qui sont plutôt rigolos, comme le Kyorin-rin, qui au début était une créature faite de parchemin et qui a fini au fil des récits par devenir un ensemble de rouleaux de PQ hantés. Il y a aussi Kurote qui sort sa main des toilettes pour te caresser les fesses, mais il y en a aussi des beaucoup plus malveillants, comme la plus connue, Hanako-san, qui hante la 3e cabine des toilettes des filles au 3e étage des écoles. Si tu l'invoques en répétant 3 fois son nom, elle t'emporte avec elle. J'adore ces histoires depuis la première fois où j'ai pu toucher à un ordinateur connecté à Internet. Je fais partie de ces gamines qui ont envoyé par mail l'histoire de Hanako-san, et si tu la renvoyais pas au moins 10 personnes, tu allais mourir dans le quart d'heure. Donc forcément, je suis le public parfait pour Ringu, sachant qu'en plus, les Japonais, ils ont un yokai pour tout. Même pour les toilettes, même pour les kaki pourris, je vous jure. Mais là, le yokai de la VHS, j'ai explosé en 1000 morceaux la première fois. Surtout, quel yokai que Sadako, qui est clairement ancré dans ses légendes. D'abord parce que c'est une évocation de Kyokutsu, qui est un yokai souvent représenté avec de longs cheveux et qui apparaît après qu'un homme se soit noyé dans un puits. Wink wink. Ensuite, parce qu'un yokai, ça cristallise un traumatisme social, comme c'est d'ailleurs dit dans le film à propos de la VHS. Et il y a un genre de yokai, les Onryu, qui sont des esprits vengeurs qui ont pour fonction de punir les mauvais comportements. Et Sadako, c'est clairement la manifestation du trauma de l'enfant non désiré qui se sent non désiré et qui souffre de l'abandon parental. Et ça ne m'est apparu que très récemment, en fait, que si ça leur arrive à eux, à ce couple-là, que si Sadako, elle est là, c'est pour punir l'ex de l'héroïne et emporter les enfants avec elle. Parce que c'est un père démissionnaire avec une ascendance toxique sur les femmes qui l'entourent, et on voit que son fils lui en veut dans le simple échange de regards dont parlait Mylène. Et j'ai mis des années à comprendre que ce mec, en fait, c'était pas un héros. Et j'ai longtemps pris ça comme Mylène pour un vieux fond de misogynie, mais le fait qu'il soit détestable et qu'elle soit totalement désarmée et hystérique devant lui, alors que ça a l'air d'être une bonne journaliste d'investigation, en fait, en vrai, elle ne devient complètement passible et inconsistante qu'une fois que lui entre dans l'équation. C'est pas pour signifier qu'il est meilleur qu'elle, c'est pour souligner son emprise sur elle et le fait qu'il a un mauvais père. Du coup, plus le temps passe, plus je trouve Ringu fascinant, parce qu'il va bien au-delà du sympathique film de fantôme que peut être son remake, qui va coller des codes très américains à cette histoire, notamment sur la découverte de l'instinct maternel et paternel, mais qui va perdre beaucoup de sa substance au passage. Et je trouve Ringu d'autant plus fascinant que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un yokai qui avait évolué d'un tas de parchemins jusqu'à devenir des rouleaux de PQ. C'est l'essence des yokai, en fait. Ce sont des récits qui évoluent au fil des époques, une fois qu'on les a distordus dans tous les sens, et qui évoluent même avec leur support. De récits oraux, historiquement, ils ont commencé à se populariser du Japon rural vers un Japon plus citadin grâce à l'écrit puis aux imprimés, et bien plus tard grâce à Internet. Et Ringu, il matérialise un truc en gravant Sadako sur une bande VHS.
À savoir que le récit ancestral et la légende urbaine s'adaptent quelle que soit l'époque, autant aux problématiques actuelles qu'aux moyens de diffusion. Et donc, on n'a jamais terminé de les raconter parce qu'ils sont intemporels. Preuve en est, pour s'en sortir, il faut participer à la transmission du récit en créant une copie. Et là-dessus, j'ai encore une autre théorie sur la mémoire des victimes, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais vous laisser vous exprimer aussi. Ah, mais si t'es lancé, on écoute, il n'y a pas de souci. Ah ouais, non mais là je vais partir encore trop loin, je pense. T'es parti en recette de tarte aux sneakers encore. Ouais, voilà. Non mais pour moi, tu sais, il y a, tu sais, ces histoires qu'on dit. Oui, tu sais pas, sur ce parking-là, faut pas y aller parce qu'en 87, il y a une meuf, à ce qui paraît, elle se serait fait agresser. Les légendes urbaines. Ouais, voilà. Mais en fait, ces légendes urbaines, quelque part, elles naissent d'un réel fait et elles permettent de continuer à faire vivre les victimes par la transmission orale. En même temps, de t'apprendre à te méfier du danger. Oui. Bref, mais j'ai déjà énormément parlé, donc je vais vous laisser vous exprimer aussi parce que le film est tellement riche que je suis sûre que vous avez encore vu des choses que moi j'ai pas perçues. Voilà. Oui, il y en a plein. On a à peine écorché la surface. On va passer à Amélie, par exemple. Toi, The Ring, qu'est-ce que tu as vu dedans ? Alors, The Ring, c'était la première fois que je le voyais. Oh là là, mince. T'avais vu le remake de base, peut-être ? Non, j'ai pas vu le remake. Déjà, je regarde pas rarement les remakes, mais voilà. Pourtant, il est bien, le cercle. Je regarderai le cercle quand j'aurai un petit peu de temps. Mais là, j'avais pas vu The Ring. Moi, j'avais vu The Grudge. Voilà. Comme ça, il y a 2 teams. Voilà. C'est le même film, non ? C'est pas ça. C'est la suite. Elles sont dans le même univers vu qu'elles bagarrent. Je sais pas, elles se font quoi des bagarres de coiffage de cheveux emmêlés, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé le film, et j'ai bien aimé le film parce qu'il est matriciel pour 2 trucs que j'aime énormément. À savoir Darkwater, qui sort quelques années plus tard, qui est un film que j'adore. Chef-d'œuvre. Et qui, pour moi, The Ring contient déjà en germe toutes les thématiques qui seront, selon moi, mieux exploitées dans Darkwater. Mais ça reste mon avis personnel. Mais les 2 films dialoguent, en fait. Donc, dans les 2 cas, on a une problématique sur le fait d'être mère célibataire, quelque chose sur l'enfant, les enfants morts, malheureusement, la noyade, l'eau qui arrive comme ça, qui transporte en fait la mémoire de l'eau. Et amis homéopathes, c'est pour vous ce soir. Voilà, on a quand même un truc comme ça, une histoire de miroir, une histoire de aussi par contre Darkwater est beaucoup plus citadin puisqu'il se passe dans une sorte de HLM. Il y a un truc sur la verticalité qui n'est pas présent dans The Ring, mais bon voilà, j'adore The Ring parce que j'y ai vu en fait un peu la grande sœur, le grand frère, je sais pas, de Darkwater que j'aime beaucoup. Et il est aussi matriciel d'un truc de l'horreur qui me fascine, et il est matriciel en ce sens sans trop le vouloir, c'est qu'il est à l'origine, je pense, en tout cas il est une des références de l'analogue Aurore. L'analogue Aurore, pour ceux qui n'ont pas internet, comment vous nous écoutez sur vinyle, l'analogue Aurore, c'est donc toute cette création artistique qui reprend les codes de la VHS des années 80-90 sur internet. On peut penser au Mandela Catalogue que je trouve terrifiant, on peut penser à certains trucs comme c'est Local 38 je crois, qui est un faux enregistrement sur VHS d'une fausse chaîne locale américaine qui n'existe pas, qui est fictive, et en fait la génération TikTok s'est réapproprié un petit peu les codes de la VHS pour les tordre et pour en faire quelque chose d'horrifique, notamment déjà dans son esthétique très vintage et qui est finalement la nostalgie d'une époque que certains n'ont pas connue, certains de ses créateurs n'ont pas connue, mais aussi sur le fait que une bande VHS ça s'abîme, ça saute, ça s'arrête, on peut y voir des images, on peut réenregistrer par-dessus, on peut la dupliquer, on peut la transformer. La VHS en soi est déjà un support hyper connoté et qui comporte en lui-même sa propre horreur potentielle, on va dire. Là, par exemple, c'est très bien ça se voit dans The Ring où on duplique la cassette et on la donne à quelqu'un. Une cassette, c'est un objet qu'on trouve, des choses comme ça, voilà, on se les passe, on les duplique, on se les donne ou on les détruit. Mais l'analogue horreur, même s'il reprend des codes de la VHS, on a aussi une autre partie de l'horreur sur Internet qui est le lost media ou même la vidéo hantée. On a eu des cas de vidéos comme ça, par exemple un extrait, il me semble, d'un vieil épisode de Mickey qui était un peu modifié et que si tu le voyais jusqu'à la fin, t'allais mourir de folie. Tous les gens qui avaient vu cette vidéo mouraient. Et en fait,
ça vient évidemment de la creepypasta, évidemment du côté, t'en parlais tout à l'heure Lily, mail qu'on envoie, qu'on transmet et tout ça, on transmet la malédiction, mais il y a un côté aussi un peu pioché dans The Ring qui a influencé sans le vouloir, parce qu'à l'époque la VHS ce n'était pas vintage, ce n'était pas de l'analogue horror, mais je pense que The Ring est une référence pour les créateurs d'horreur d'aujourd'hui, notamment dans cette vidéo, parlons-en, la vidéo qui est un assemblage comme ça, disparate de vidéos très différentes, avec là pareil, le film, la bande qui saute, on se demande si c'est un glitch, si c'est vraiment une apparition de fantôme ou pas, des choses qu'on n'arrive pas trop à distinguer, du son qui est distordu, et je pense qu'il y a un truc pour toutes les personnes qui ont utilisé des VHS un jour, une VHS abîmée c'est très très vite horrifique, ça dégueule. C'est très très vite bizarre et c'est très très vite malaisant. Et je pense que c'est une inspiration pour tout ce qui est analogue horror d'une manière générale. Et du coup, voilà. Pour moi, The Ring, c'est vraiment un film qui est intéressant dans son esthétique, notamment. Qui est sur des choses très très simples. Finalement, Sadako, c'est un personnage qu'on voit très peu et même en la voyant, on voit très peu d'elle. C'est un personnage qui reste très mystérieux et c'est ça qui en fait un être particulièrement effrayant. Et son histoire reste très mystérieuse et l'histoire des personnages reste très mystérieuse, et le fait que justement le film ne soit pas à expliciter trop ses procédés, ses personnages et son histoire en fait moi je trouve un petit bonbon qui fonctionne super bien et qui n'avait peut-être pas besoin d'avoir 15 000 suites. Oh, voilà. Ça c'est sûr. Tu disais que Sadako, on la voyait pas trop, mais en fait, l'angoisse vient plutôt de l'anticipation. L'anticipation, du coup, pas beaucoup par le téléphone et les coups de fil et l'annonce en fait de la mort, en fait, qui permet de. Comme dans Scream. Je me suis retenue, mais je l'ai dit à Lily en vocal en off. Mais bien sûr, mais comme beaucoup de monstres de cinéma, mais en fait, même quand elle est représentée, cette gamine, elle ne peut pas exister. Aucune petite fille n'a les cheveux devant le visage sur toutes les photos de famille qui existent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas... elle est déjà... dans son physique, elle a un truc mystérieux et surréel qui en fait... En plus, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui est son père. Est-ce qu'elle est à moitié démon ou un truc comme ça ? C'est-à-dire que même quand on voit Sadako et qu'on la voit physiquement dans l'image, elle reste montrée en pied, elle est quand même très mystérieuse. C'est-à-dire que c'est pas comme voir Pinhead, tu vois. Pinhead, son arrivée, elle est attendue, mais une fois qu'il est à l'écran, il est à l'écran. Pareil pour Freddy, une fois qu'il est à l'écran, il est à l'écran. Sadako, personne ne sait à quoi elle ressemble, quoi. Tu vois. C'est ça. Ils sont spectaculaires, en fait, ces boogeymen. Ils sont là, ils font des punchlines et ils se mettent en valeur et ils font le show, en fait. Oui. Sadako, elle est juste debout. Oui, mais elle est charismatique, hein, quand même. Oui. Ah oui, elle a ses mouvements, elle a ses moves, elle a sa manière de ramper par terre très bizarre. Puis en plus, on sait pas trop si on a de l'empathie pour elle ou si on a peur d'elle, tu vois. Elle reste un personnage très, très ambivalent. Et c'est le raté du remake, je trouve. Oui. Parce qu'il lui donne vraiment un visage à la fin, et qui a un visage de petite fille américaine très, très cliché. Samara. Ouais, Samara, elle s'appelle en anglais. Et du coup, je trouve que ça casse tout. En fait, de voir le visage humain sous... Oui. Parce que là, on a juste l'œil, quoi. On a son œil qui est filmé de manière un petit peu en contre-plongée, comme ça le rend très, très inhumain. Et ses doigts, quoi. C'est tout ce qu'on a de Sadako. D'ailleurs, son œil n'est pas joué par l'actrice qui joue Sadako. Le close-up, c'est sur l'assistant réalisateur. C'est génial. Ils ont rasé les cils du mec, ils lui ont foutu une perruque. Ils ont fait, tu seras Sadako. Tu seras l'œil. Mais ça marche très bien, il fait très peur. C'est trop bien. Mais grave. Le plan est iconique. Tellement qu'il est dans tous les menus de DVD. Et ça, c'est un peu dommage parce que finalement, ça coupe son effet. C'est ça. Tout le monde l'a vu, ce plan maintenant. Mais cela dit, à l'époque, quand moi j'ai vu le film, donc il était encore assez récent, on avait encore ce mystère-là. Je me souviens que sur la VHS, on voyait pas l'œil. En tout cas, pas sur la VHS française. Il y avait encore ce mystère, quoi. Je vais rebondir sur ce que disait Amélie sur le rapport à la technologie dans le film. En plus, du côté les prémices de l'analogue horror, tout le danger dans le film ne passe pas que par la VHS, mais passe aussi par le téléviseur. Et on l'a fait évoquer, mais le téléphone, tout passe par la technologie. Ouais. Et d'ailleurs, le téléviseur devient une figure hyper effrayante. Parce que juste le voir allumé,
Mais même quand il est éteint, quand il est dans une pièce, il est très, très facilement au centre de l'image. Et au final, un téléviseur, un combi téléviseur des années 90, c'est vite un gros objet, quoi. Exactement. Il prend une place comme ça, et il y a ce côté, il aspire la lumière, et tu ne vois pas... Il y a tout un jeu sur les reflets, effectivement, où on voit des fois des reflets de Sadako ou pas, ou le reflet des personnages dans l'écran de télévision qui en fait en lui-même un élément menaçant, quoi. C'est ça. Rajouter le téléphone, qui du coup est un peu annonciateur de la mort, même si au final c'est juste du silence, passer le bruit qu'il fait quand il sonne, qui est d'ailleurs plutôt vénère. Rajouter les photos qui déforment les visages. Ouais, donc très analogique, quoi. Tout est très analogique. Et relie ça au fait qu'on est 2 ans avant les années 2000 et qu'il y avait un peu cette peur du bug de l'an 2000, cette petite crainte de où va la technologie, parce qu'on a eu une époque où du coup il y a un boom, hein, c'est le début d'Internet, la téléphonie, etc. Tout se développe et moi j'ai un peu ressenti ça dans le film, une sorte de crainte de la technologie qui se répand de plus en plus. D'où le fait que d'ailleurs ils repartent dans la nature au milieu du film. Ça, ouais. Ils s'éloignent de la ville. Il y a un côté aussi angoisse très japonaise, dans le sens angoisse des autres, parce que la télé, pour pas mal de japonais, c'est le lien qu'ils ont en fait avec l'extérieur. Japonais, c'est pas forcément des personnes qui sortent beaucoup de chez eux, je caricature peut-être un peu. Le téléphone, c'est aussi le truc qui sert aussi à faire le lien avec l'extérieur, et les photos, c'est des photos qu'on a en fait des amis qu'on a pu avoir, des amis qui sont aussi à l'extérieur, quoi. Et ces 3 trucs-là deviennent source d'angoisse et de malaise et même de mort. Tu vois, je viens de percuter à ça juste maintenant, mais il y a un côté encore une fois très japonais d'angoisse en fait potentiellement en fait ce qui est dangereux c'est l'extérieur, c'est les autres, quoi. Le film, c'est aussi un peu les prémices de ce qu'on peut avoir plus tard, encore plus poussé dans Kairo, avec vraiment la solitude, comme tu disais Mathieu, mais aussi la crainte en fait de la technologie, où vraiment les objets, en fait, les médiums deviennent tout aussi des boogeyman que Sadako. Et ça, c'est vraiment une iconisation. Tous les opus ne réussissent pas à le faire aussi bien. Et effectivement, dans celui-là, ça marche très très bien, quoi. Ne serait-ce que la couleur bleue de la télé, par moment, on la voit juste sur le côté. Et en fait, on sait que la menace peut arriver. Et pourtant, à ce moment-là, on n'a pas encore, vu les 1000 opus après où Sadako sort de chaque écran, chaque miroir, voilà. Il n'y a pas du tout ce truc-là qui est déjà codifié, mais ça marche très bien, quoi. C'est ce truc-là de la peur de l'écran des images, donc il y a une peur de l'altérité, hein, comme dit Mathieu. C'est très japonais effectivement, mais c'est déjà présent dans les années 80. On en avait pas mal parlé aussi dans Evil Dead Trap. Ouais, effectivement, dans Evil Dead Trap, il y a un truc. Et dans les 2 cas, on a une journaliste qui mène une enquête aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même un code. C'est un truc qui parcourt un peu toute l'horreur japonaise, quoi. Alors moi, je veux pas casser votre fête, mais je trouve que vu comment le film est construit, on n'a pas peur des écrans pendant le film en fait, puisque le film c'est un compte à rebours, et du coup moi pendant le film je dis ok, il va se passer un truc au bout de 7 jours, pas même s'il y a une télé en fond derrière et tout, je me suis jamais posé la question de la menace peut arriver par là, etc., puisque c'est un compte à rebours. Donc ouais, moi, mais j'ai pas du tout t'as plusieurs fois des reflets, soit du mec qui montre le truc là avec le visage masqué, soit de Sadako elle-même dans les télévisions. Donc en fait après ton œil il s'en méfie un petit peu, parce qu'il se dit que s'il y a un jumpscare ou un truc à voir, il est par là, quoi. Et donc ça te rappelle juste la menace qui plane sur eux, même si tu sais que Sadako elle va pas sortir de la télé. C'est une manière d'imprimer sa présence dans l'univers et dans l'environnement des personnages et des spectateurs, parce que il faut se rappeler aussi que les gens à l'époque ils ont regardé ce film sur une télé qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que nous du coup on a peut-être moins cet effet-là, étant donné qu'on n'est pas dans les mêmes conditions technologiques qu'eux, alors que je pense qu'à l'époque mettre la VHS de The Ring dans ton magnétoscope, ouais, ça donnait un côté encore une couche supplémentaire. Cet aspect de la peur des appareils, des écrans en fait, il est beaucoup plus travaillé dans le remake, c'est plus explicite. Par exemple, dans le remake, vous avez des images subliminales de la VHS. Je l'ai capté là quand je l'ai revu la semaine dernière pour l'épisode. Je l'avais jamais vu, mais en fait il y a des flashs où tu vois des images de la VHS, et t'as aussi dans le remake, et je crois que c'est possible que ça vienne de l'original, mais en fait à chaque fois que tu revois la VHS à l'image dans le film, dans le remake, et ben Sadako elle avance un peu plus de quelques mètres à chaque fois. Donc je crois que c'est
une réelle volonté, hein, quand même, de faire peur par l'écran. Dario, de ton côté, toi, t'as pris un peu la parole, on va te laisser continuer. The Ring, tu l'avais déjà vu avant ? Non, comme Amélie, moi je l'avais jamais vu. Après, comme tu l'as dit, Romain, en intro, ça fait partie des films en fait qui sont tellement iconiques. Ou c'est Mylène qu'on a parlé, je sais. C'est des trucs qui sont tellement en fait iconiques que finalement je l'avais peut-être déjà un peu vu sans l'avoir vu, quoi. Il y a vraiment. On parlait de la scène de l'œil par exemple. C'est vrai que j'aurais bien aimé la découvrir en regardant le film. Mais moi, c'est marrant parce que du coup, on parlait de. Lily, elle a parlé du remake en premier. Moi, je vais vous parler d'un film sûrement moins intéressant encore, Scary Movie 3. Moi, j'ai été exposé à Sadako par Scary Movie 3 étant plus jeune. Bon, je l'ai pas revu pour l'épisode, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit pas si rigolo que ça, ça me faisait rire quand j'avais 12 ans. Je pense que c'est plus tout le cas. Mais par contre, je me souviens quand même très clairement que les scènes qui parodiaient en fait The Ring, elles me mettaient quand même mal à l'aise. Donc c'est quand même une preuve que toutes ces scènes en fait de VHS maudites dans Ringu, elles sont toutes très bien pensées, les cadrages légèrement gênants entre guillemets, et ce qui s'y passe. Moi je me souviens très bien en fait de cette scène dans Scary Movie 3 où la meuf se peigne dans le miroir et puis je crois qu'il y a une mouche qui arrive, elle se fait chier, elle essaie de taper la mouche, un truc comme ça. Mais juste en fait cette scène de cette meuf qui se brosse les cheveux, étrangement, ça me faisait peur alors que j'avais pas du tout le contexte, tout le contexte qu'on nous donne en fait dans Ringu. Après, comme on l'a dit, il y a un côté très années 2000, malédiction qu'il y avait sur les téléphones ou par mail. En fait, si tu n'envoies pas ce mail ou ce SMS, ça dit de tes contacts, tu vas mourir dans la nuit de manière atroce. Personnellement, moi, ça a jamais fonctionné sur moi, mais ça m'a aussi fait penser Amélie, t'as parlé un peu de creepypasta et en t'écoutant, ça m'a un peu fait penser à Pokémon. Pour ceux qui l'ont, l'Avant-Ville. L'Avant-Ville. Ah oui, la musique de l'Avant-Ville, ouais. Okay. Le truc, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est donc ce serait un Pokémon qui serait sorti qu'au Japon, qui est Pokémon vert. Vous savez tous qu'il y avait Pokémon rouge feu, bleu et jaune, donc les premières générations de Pokémon sur Game Boy. Et dans Pokémon vert feuille, la musique de l'Avant-Ville du coup était un petit peu remixée et rend les gens fous au point de tuer des gens. Enfin, c'est un truc totalement qui a pris vraiment son envol à lui tout seul, et du coup ça m'a un peu fait rire. Et du coup, si on écoute aujourd'hui les musiques de l'Avant-Ville, il y a plein de remixes un peu chelous qui sont censés être flippants, donc ça m'a un peu fait penser à ce truc là. Mais pour revenir un peu au sujet, parce que j'ai pas beaucoup parlé du film pour l'instant, le thème on l'a un petit peu abordé, mais pour moi le film il parle quand même de la paternité et de l'amour maternel, puisque en fait avant cette espèce de twist à la fin, Reiko elle est sauvée par son amour maternel en fait, qu'elle transpose à Sadako quand elle vient la chercher dans le puits et qu'elle la libère entre guillemets. Donc avant le twist de oui non en fait c'est parce qu'elle a fait une copie qu'elle est sauvée. En fait elle est sauvée par le fait que c'est la seule personne qui a montré en fait de l'amour à ce personnage là, alors que à contrario le père du coup qui est le père du petit garçon, lui est un père absent. Il renie totalement son fils, il veut pas du tout avoir de lien avec lui, etc. Comme était un petit peu en fait le mec dans les flashbacks qui s'occupait un peu de la mère de Sadako là, et qui s'est occupé de Sadako ensuite. Alors j'ai plus les noms, je suis désolé, mais on voit bien que c'est un espèce de père de substitution, parce que le père de Sadako il est jamais vraiment défini. Mais on voit bien que c'était un homme un peu plus ou moins horrible qui essayait de faire de l'argent avec les pouvoirs de la mère de Sadako et de Sadako, et que c'est lui d'ailleurs qui l'a enfermé dans le puits. Donc pour moi, c'est un film qui parle de ça, et pour essayer de rehausser un peu le mood, ça m'a fait penser à une histoire un peu perso. Alors ça commence mal, mais je vous assure que c'est rigolo. En tout cas, moi, ça me fait rire. Je suis un enfant surprise, comme dit ma mère, c'est-à-dire que j'étais pas prévu, mais ça m'a jamais posé de problème. Et quand j'étais petit, mon grand-père m'appelait Pilule oubliée. Quoi? Alors, il faut connaître mon grand-père, mais c'était pas du tout malveillant. Et aujourd'hui, moi, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, ce petit garçon-là, je me suis un peu vu en lui, même si j'ai pas du tout je l'ai pas du tout vécu de manière horrible, mais ça m'a un peu fait penser à ça, et j'étais content de pouvoir partager cette anecdote. Donc, vous savez que mon surnom, quand j'étais petit, c'était Pilule oubliée. Je trouve ça plutôt hilarant. Merci papy. Mais on remercie ta mère d'avoir oublié sa pilule. Bah sinon, oui.
Bah oui. Sinon, on ne Qu'est-ce t'aurait Qu'est-ce qu'on pas. fait sans le Bah, dé? écoute, Dario, Voilà, Dario, je te tends la main parce que moi, ma grand-mère disait tout le temps à ma mère que quand je suis née, je lui ai rendu la pilule qu'elle a oubliée. Je l'avais dans la main. voilà. Mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas un truc que j'ai mal vécu ou quoi. C'était juste pour la vanne, hein, je précise, parce que ça peut être mal interprété. Pour en revenir encore une fois au film. Ceci étant dit, je trouve qu'il y a un big ventre mou. À partir du moment où le mari arrive, jusqu'à ce qu'ils aillent dans le puits, en fait, l'enquête, elle avance pas vraiment. Alors, la douzaine de suites qui a suivi me donne tort, mais je trouve qu'on gagnait, en fait, à en savoir le moins possible sur Sadako. Et le peu, en fait, d'informations qu'on nous donne dans le film, c'est peut-être déjà un peu trop, même si c'est quand même bien dosé, je trouve. Par contre, Dario, les suites, elles te donnent pas tort. Hein. Personne s'est jamais mis d'accord, tout le monde se contredit tout le temps, tout le monde réinvente tout le temps l'histoire, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, ce qui est bien, c'est de pas vraiment savoir si Sadako, elle est méchante ou pas, quoi. Du moment où on essaie de te donner des motivations à un esprit vengeur qui est censé juste être le fruit d'une rage, ben, du coup, d'une rage ou d'une grande tristesse ou de la violence, ça marche pas, quoi. Donc non, effectivement, t'as raison. Quand je disais les suites me donnent tort, c'était plus dans le sens où ce qu'ils ont essayé de faire, en tout cas, c'était surtout ça, Ouais. quoi. Donc c'est pas étonnant que ce soit pas des bons films, même si moi, pour le coup, je les ai pas vus. j'ai pas fait de Mylène. J'ai hésité à regarder le remake américain, mais j'ai eu la flemme, désolé. J'étais en train d'écrire sur Long Legs, donc ça m'a pris un peu de temps. Je sais pas si Romain, cet épisode sortira avant ou après. Il sortira après Long Legs. Donc techniquement, au moment où les gens comprendront que là, t'es dans le passé, Long Ok. Legs sera déjà abattu par le Dario du futur. Ok, nickel. Ah, donc t'es toujours dans le podcast en fait. La fois où on t'a viré la dernière fois, ça compte pas du coup. Merde. C'est ça. Ah bah j'étais Non. pas là. Il aurait fallu me prévenir, je serais pas venu. Non, mais on te prévient dans le prochain épisode. Et t'es qui Ah, Du coup, t'es qui Dario, enchanté. Vous pouvez m'appeler Pilule oublié si vous voulez. En tout cas, j'étais content de voir le film parce que ça reste quand même un classique. Pour le coup, en horreur Jap, j'ai pas vu grand chose. Donc c'est cool d'avoir un peu abattu ce classique dans ma liste. Puis c'est quand même un truc assez... En fait, c'est typiquement ce que je projetais d'un film de malédiction et de fantôme japonais, quoi. Donc c'est vraiment ce côté... De J-Horror. De J-Horror, voilà, c'est vraiment ce que je projetais. Donc je pense que c'est aussi parce que le film a tellement marché que tout le monde a essayé de s'en inspirer, essayé de le singer quelque part. Mais je suis content en fait d'avoir fait ce plongeon. Malgré ce que je peux dire sur les 40 minutes du milieu du film, ça reste quand même un film de fou. Quand Sadako sort de la télé, même si je l'ai vu pour la première fois dans Scary Movie 3 il y a 20 ans, ça reste quand même marquant et je crois que même les Cassos sont, Oui. ont fait une parodie. Ouais, tout le monde a elle se fait une la prend sur parodie. la tête, ouais. Les Simpsons Tout le monde aussi, se je fait. crois. Ouais. C'est que ça appartient tellement en fait à nous en fait au public désormais que ça marche quand même, mais c'est moins effrayant que si effectivement je l'avais vu en VHS sur une télé avec un écran en verre et des tubes cathodiques. Mais je peux évidemment que m'incliner, ce film reste quand même un bon petit chef-d'œuvre. Même si, encore une fois, je trouve que la fin, pseudo-ouverte, où en fait on ne comprend pas trop où ils vont, où elle dit en fait non, c'est parce que j'ai fait une copie que ça que ça m'a sauvé, machin. Ça rend un petit peu tout le film où on essaye de sauver Ruiko un peu sans enjeu, puisque en fait elle était déjà sauvée, puisque la copie elle le fait très tôt. Donc pour moi, le twist n'est pas forcément. Elle tue plus-value. son père quand même. Elle part tuer son Son daron. dernier geste, c'est elle tue son père. Ce qui, du point de vue de Sadako, enfin, si on Je l'ai pas imagine compris comme ça, mais, qu'elle est en genre de miroir de Sadako, est hyper fort comme geste. Et moi, je l'ai pas compris comme ça parce que du coup, je me suis dit, oui, d'accord, mais son père après, il va faire une copie pour la montrer Non. à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que comme la fin est plus ou moins ouverte, moi, j'ai pas compris qu'elle allait sacrifier son daron, j'avoue. Moi, je l'ai compris en mode, ok, bon, bah, ils vont trouver un moyen de faire des copies en boucle et bah, ça sera plus jamais un problème. Ce sera juste un jour dans la semaine où ils devront faire une copie de VHS et se la filer l'un l'autre, quoi. Non, elle va filer les malédictions à son daron pour sauver son fils. Oui, C'est ça. Ouais, ouais. bah, ça m'est complètement passé au-dessus du crâne, ce truc-là. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit con qui la foute sur YouTube. Et là, hécatombe. Fin d'humanité. Il n'y a aucune suite qui a pris ce concept de foutre les vidéos sur YouTube. Si, ouais. Il y a Ouais. dans la version, et ben du coup justement Sadako de 2019, c'est sur YouTube. Et dans le reboot aussi, il y a Mhm. ce truc-là où à la fin du film, elle renaît et je crois qu'en gros la vidéo devient virale par mail
sur Internet, mais il y a déjà ce truc où la vidéo, elle a été copiée sur un PC. En gros, c'est un prof de fac qui veut faire une expérimentation sur la vie après la mort, fait une copie de la cassette et se dit « C'est une super idée, je vais la montrer à tous mes étudiants. Mais vous inquiétez pas, il y aura des gens pour regarder la vidéo après vous. » Bref, concept de merde, en plus avec le mec de Big Bang Theory. Je l'ai vu ce machin. Ah bah voilà, t'as vu du coup le reboot alors. J'ai un souvenir d'un film américain sorti genre en 2016, 2017, ouais, c'est ça. Rings américain. Et c'est là où c'est le reboot. il y a une scène dans un avion où la vidéo passe sur tous les écrans de l'avion. C'est ça, ouais. On dirait un destination finale. Okay. Ça me fait beaucoup rire le début à chaque fois. Toujours plus, quoi. Et ça me fait penser, les gars, que j'étais un peu paumée là quand vous parliez du père. Et effectivement, j'avais zappé cette scène parce que je crois qu'il y a un autre montage qui circule. Parce que là, je l'ai revu du coup pour le podcast sur Canal+. Et sur Canal+, il n'y a pas la fin avec le père. Ça s'arrête en fait, ça s'arrête au moment où elle prend la route à la fin. Mais c'est une voix, elle le dit. Mais oui, c'est tout. Oui, elle dit désolé papa, il fallait que je sauve mon fils. Et tu sais qu'elle va, en fait, elle a dupliqué la cassette pour le filer à son propre père. Ouais, mais ça on le voit normalement. Donc quand on était au ciné, on l'a vu. C'est ça qu'on voit, mais c'est dans The Crutch, ça, Lily. C'est vrai. Arrête, Romain, arrête, punaise, arrête, elle te croit là, punaise, la perds pas, s'il te plaît. Mais il n'y a pas 60 versions différentes, en fait, il y en a qu'une. Ou alors c'est moi, je suis excessivement fatiguée, donc c'est possible que... T'as dû rater une ligne de dialogue, je pense, parce que j'ai pas connaissance qu'il y ait plusieurs fins, quoi. Ouais, c'est possible que... Oui, et surtout que nous, on a regardé la version... version Canal, le DVD il est fait par Canal de toute façon, et on a la même fin, hein. C'est juste effectivement elle le dit à un moment qu'elle va sacrifier son père, mais c'est pas spécialement. J'ai zappé un truc, excusez-moi. C'est la drogue. Non mais alors c'est marrant parce que ça relie à une légende urbaine qui relie du coup au film qui s'appelle l'autre montage bruxellois, ou le montage de Bruxelles. J'avais lu des trucs là-dessus il y a un moment. Qui existe comme quoi il y aurait des trucs différents dans ce montage au niveau des victimes ou du sang ou un peu plus de victimes, je sais plus. Mais il y a une légende urbaine concernant un montage alternatif. D'accord. Un montage bruxellois, ça c'est ses conneries. Oui, il l'a fait juste pour qu'on en parle. Ça. On va passer à Mathieu, le doyen du podcast. Alors nous, on a découvert le film avec des techniques de Jones, Scary Movie 3, Internet, tout ça. Toi, est-ce que tu l'as vu à l'époque quand il est sorti? Alors bien sûr que je l'ai vu à l'époque, bande d'enfants. Je l'ai vu, alors pas en salle, parce que quand le film est sorti en 1998, il a fallu attendre 3 ans pour qu'il sorte dans les salles françaises. J'avais 45 ans. Mais la première fois que j'ai... Moi j'avais 2 ans. Moi j'étais pas née. Mais la première fois que j'ai entendu parler du film, c'était dans un première que je commençais en fait à acheter à l'époque. Et de mémoire, je crois que la critique, c'était... Enfin le critique en l'occurrence, c'était Gérard Delorme. Il y a quelque chose dans sa critique qui m'a marqué. C'était le fait qu'ils disent c'est un film qui est littéralement terrifiant, mais qui de toute façon devra laisser pas mal de gens sur la touche parce que il y a presque une espèce d'effort qui est nécessaire pour pouvoir en profiter correctement. Dans le sens où la mécanique utilisée pour créer l'effroi, pour créer en fait l'épouvante, parce que depuis tout à l'heure en fait on parle de film d'horreur, mais c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un film d'épouvante, c'est vraiment un film qui est créé pour faire peur, il n'y a rien d'horrible dedans, c'est vraiment de la peur du début à la fin. La mécanique en fait pour créer la peur dans ce film-là est très différente de ce que nous, en tant que spectateurs, en tant que jeunes cinéphiles, qu'adolescents ou quoi, on avait l'habitude de voir à l'époque en fait sur un écran. Moi j'adorais déjà le cinéma d'épouvante, mais à l'époque en fait je ne voyais que des films d'épouvante américains, britanniques ou quoi, et tout ce qui était épouvante japonaise, je connaissais pas, même si encore une fois, elle n'est pas du tout née avec Ring. Il y a eu beaucoup de films de fantômes japonais qui ont été faits avant. C'est un genre qui s'appelle le Yurei Eiga. Et si je dois vous en citer trois très différents, je vous citerai Kwaidan, qui visuellement est un des plus beaux films qui soit, où on a déjà cette figure de fantôme habillé tout en blanc avec des cheveux noirs en fait devant le visage. C'est un grand film qui dure 3 heures, mais vraiment visuellement il est très impressionnant. On a House aussi, qui est ressorti récemment chez Carlotta, qui là pour le coup est beaucoup plus ravagé, beaucoup plus fou. Et on a un film que j'aimerais beaucoup voir édité en Blu-ray en France, un film qui s'appelle L'Enfer, qui est
assez, peut-être pas chiant, mais assez lent pendant 40 minutes, et arrivé à la 45e, ça devient la folie. Enfin, on bascule littéralement en enfer. Là, il y a des tableaux qui sont vraiment sublimes, et c'est un film qui est aussi assez particulier de par son rythme et de par la manière dont il est construit. Et j'ai retrouvé un petit peu ça aussi avec Ring. C'est que moi, quand je l'ai découvert, donc c'était sur Canal+, après l'avoir longtemps fantasmé, et donc j'ai regardé ça très tard le soir avec le casque sur les oreilles, et j'avais gardé en tête cette critique de Gérard Delorme qui disait que l'épouvante qu'il y avait dedans ne fonctionnait pas du tout comme l'épouvante occidentale, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que une heure et demie plus tard, j'étais juste terrifié parce que, comme on l'a dit précédemment, l'épouvante naît via quelque chose qui nous est commun à tous et à toutes, c'est-à-dire un poste de télévision. La menace, les fantômes viennent t'attaquer directement chez toi par quelque chose que tu utilises tous les jours. Et il y a aussi quelque chose que j'avais pas forcément vu la première fois, mais qu'on ne peut pas louper quand on revoit le film, c'est notamment le lien qui est fait entre l'eau, l'élément aquatique et les fantômes. À un moment donné, il y a une espèce de petite voix spectrale qui est analysée donc par des personnages du film, et quand ils ralentissent un petit peu le truc, ils augmentent le volume, ça donne en fait deux mots qui sont eau de mer et spectre. Et ce qui est fou, c'est que tout le film est construit sur une espèce de parallèle entre les spectres et l'élément aquatique, encore une fois. La toute première scène du film, celle où apparaissent les crédits et le nom des acteurs, c'est littéralement un plan sur l'océan qui va au fil des secondes se transformer en une espèce de neige, donc ce qu'on voit en fait sur un écran de télévision quand il y a plus rien à diffuser, quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au Japon, l'eau n'est pas du tout, enfin en tout cas n'a pas du tout la même connotation qu'on peut avoir ici en Occident. Chez nous, en fait, l'eau c'est synonyme de vie, alors qu'en fait au Japon, l'eau c'est synonyme de mort par tous les tsunamis qui se sont ramassés déjà, et c'est aussi pour ça que tout au long du film, à chaque fois qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit, à chaque fois qu'il y a par exemple un personnage qui juste regarde la VHS, c'est tout de suite enchaîné avec un plan sur de l'eau. Quand l'héroïne regarde la VHS, la scène qui vient juste après, c'est son fils qui est sous un parapluie, sous des trompes d'eau, qui se retrouve face à son père, avec lequel il y a encore une fois aucun dialogue. Quand c'est au tour du père de regarder la VHS, il y a la mère qui va s'isoler, et elle s'éloigne et elle s'isole en fait sur un balcon, et on voit en fait qu'il pleut encore une fois des cordes, et on a même plusieurs fois des éléments aquatiques en fait qui sont là, mais juste pour signifier que quelque chose va arriver, alors que encore une fois à l'écran il n'y a rien de véritablement angoissant ou négatif ou quoi. On a par exemple le gamin qui joue dans une rivière juste avant en fait qu'il se mette à mater la cassette la nuit avec sa mère horrifiée qui découvre ça. Juste après en fait on a une scène sur un bateau où littéralement tous les personnages sont entourés d'eau. L'eau est synonyme dans ce film de mort, de quelque chose en fait qui va s'arrêter. Et comme disait Amélie, c'est quelque chose que Nakata va encore plus développer dans Darkwater, où là il y a juste à se rappeler en fait la scène finale pour que le truc fasse sens. Et bref, je trouve que c'est un film qui est vraiment extrêmement bien construit à ce niveau-là, et qu'on peut revoir en fait des dizaines de fois, et à chaque fois récupérer des petits éléments. Je trouve que c'est beaucoup plus réussi dans le film original que dans le remake américain. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, tout ce qui était très angoissant dans le film original, je trouve que ça perd grandement en intensité dans le remake. Que ça soit Sadako qui là du coup en fait a un visage, que ça soit même les scènes d'épouvante qui sont des espèces de copier-coller mais en moins bien. Alors oui, après le personnage principal en fait est peut-être un petit peu mieux écrit, mais je trouve que si on doit comparer les films 20 ans après, clairement il n'y a pas photo, quoi. Après, autre chose aussi, et c'est ça dont parlait Gérard Delorme dans sa critique, c'est le fait de réapprendre à regarder un film dont l'utilisation de l'épouvante est en fait légèrement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. La notion de regard, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très importante dans ce film-là, peut-être plus largement dans le cinéma d'épouvante japonais, parce que dans un film d'épouvante classique, l'angoisse va être, alors je caricature un petit peu, mais très souvent construit de la même manière. Il y a une espèce de tension comme ça qui se crée, et en fait on peut très bien voir le fantôme ou la créature, et la scène peut très bien continuer après, et on peut prendre plaisir aussi à voir tous les effets spéciaux, tout ça. À partir des années 80 et cette espèce de boom en matière d'effets spéciaux, on a tendance en fait à attendre la créature et à vouloir en fait la voir la plus possible à l'écran, et il y a pas mal de films d'épouvante qui fonctionnent là-dessus, qui insistent bien sur ce truc-là. L'épouvante japonaise, c'est un petit peu différent. Alors c'est basé sur des règles qu'on va pas expliquer ici parce que Az l'avait déjà fait dans l'épisode où on l'avait invité, mais grosso modo c'est plus
l'ambiance qui prime sur le monstre. En fait, le monstre, on va l'apercevoir furtivement. Il va pas forcément être très présent à l'écran, mais c'est toute cette espèce de construction qui va être importante et qui va créer en fait cette espèce de malaise. Et là où je parlais de regard, c'est qu'en fait, le moment où les gens littéralement meurent de peur, c'est le moment où le regard se fait. L'espèce de plan très iconique sur l'œil de Sadako, c'est littéralement le moment où, en fait, dans le contre-champ, on a la personne en fait qui a regardé, qui a vu cet œil, qui se fige et qui littéralement qui décède quoi. Et Sadako, c'est un personnage dont on ne voit pas le visage, et je trouve que encore une fois ça fait sens, et c'est ce que les Américains n'ont pas compris, c'est qu'à partir du moment où on voit son regard, on voit ses yeux, elle perd en fait en intensité, et en fait le film perd en effroi quoi. Tout en fait est construit sur le fait de ne pas voir, de ne pas pouvoir identifier clairement la menace. Sadako, comme on l'a dit, en fait apparaît dans les reflets, mais jamais vraiment clairement avant que n'arrive en fait la fameuse scène à la fin avec le fantôme de Sadako justement qui sort de la télé, et tout ce qui précède en fait c'est de la construction, et quand il doit y avoir une scène d'épouvante, elle est réglée très rapidement. C'est-à-dire que c'est un placard qui s'ouvre, tac, on voit le résultat, et on voit encore une fois un personnage qui a vu Sadako, mais qui a été figé. Je trouve ça bien plus terrifiant que si on avait insisté lourdement sur la créature, avec encore une fois un regard en fait. Voilà. Et dernière chose que je trouve très intéressante dans le film, c'est qu'il a eu l'intelligence de faire une espèce de lien entre les histoires de fantômes classiques, traditionnelles, qui appartiennent entre guillemets au passé, et la modernité. C'est-à-dire qu'en fait, Sadako, comme l'a dit Lydie, c'est un personnage qu'on peut très bien voir dans des tonnes et des tonnes en fait d'histoires de fantômes japonaises, mais la particularité de celle-ci, c'est que Sadako sort à la base d'un puits, qui pour moi représente le passé, et s'avance vers nous, et finalement sort une deuxième fois, mais là ce coup-ci vient un écran de télévision. Et pour moi c'est pas un hasard si ce film a été le début de la J-horror, parce que en fait il a réussi à faire le lien entre les histoires de fantômes du passé et la modernité, et c'est aussi pour ça que la plupart des histoires de fantômes qui vont arriver ensuite vont utiliser pas mal d'outils modernes, comme internet, comme des appareils photo, tout ça. Même si le film a quelques petits défauts de rythme, petits machins qui fonctionnent aussi moins aujourd'hui, parce que de fait on est habitué à voir des parodies ou quoi, historiquement c'est un film qui est capital dans tout ce qu'il a amené dans le cinéma d'épouvante, et pas uniquement dans le cinéma d'épouvante japonais, mais dans le cinéma d'épouvante mondial, et encore une fois ça fait partie des grands classiques japonais à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Écoutez, avant de passer à l'interview, on va faire quand même l'avis des auditeurs. Vous ne pouvez pas l'éviter sur un film comme ça. Évidemment, globalement positif, avec un twist quand même. On va commencer avec Anthony Humbert-Claude, évidemment, c'est son film préféré. Meilleur film d'horreur de l'histoire du cinéma. Épouvante. Oh. Alors, The Ring, slasher ou survival? Ah, Romain. Un slasher. Alors, tu veux rire? Est-ce que tu veux rire, Romain? Vas-y. Je suis allée sur Wikipédia pour chercher la date de sortie du remake. Et sur Wikipédia, sur le remake de The Ring, c'est marqué slasher américain. J'en peux plus. Je comprends. Non, mais en vrai, je pense que c'est vraiment symptomatique des années 2000-2010, où en fait tous les films d'horreur, les remakes qui sortaient étaient plus ou moins définis à tort comme des slashers. Et je pense qu'en fait clairement The Ring il fait partie de ce mouvement là où en fait on sait plus trop ce que c'est qu'un slasher, parce qu'apparemment on n'en a pas vu depuis longtemps. Du moment que quelqu'un meurt et possiblement un ado, bon ben c'est un slasher quoi. Donc non, The Ring n'est pas un slasher. Merci à la personne qui a fait la page Wikipédia. Elle a placé de modifier le point slasher. Elle a réussi. Meilleur film d'épouvante de l'histoire du cinéma pour Anthony. Vous réglerez ça en MP, les garçons. Benda Forest nous a envoyé, vu en salle à sa sortie, le premier film à avoir réussi à me faire flipper au cinéma. Souvenir indélébile de la vidéo maudite, ainsi que de la séquence avec Sadako sortant de l'écran. Rentrer chez moi, l'écran éteint de ma TV me mettait mal à l'aise. Un must de la J-horror. Il y avait un truc de dingue. Il y avait un truc de dingue que j'ai pas mentionné, mais dans le DVD de l'époque, il y avait un bonus qui permettait justement de regarder la fameuse cassette vidéo maudite. Allez dessus. Et voilà. Et du coup, à l'époque, t'étais là, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, c'est Catherine, boum, tu cliques sur le truc. Et une fois le truc terminé, tu reviens donc sur le menu principal du DVD, et là t'entends le téléphone qui sonne. Et je me rappelle avoir regardé ce truc-là très tard le soir, et avoir fait un
un bond de 2 mètres en me disant oh putain ça y est je vais y passer. Et en fait non, c'est juste la continuité de la vidéo. Le bonus est conçu de telle façon à ce que tu crois que tu reviens en fait sur le menu principal du DVD, alors qu'en fait non pas du tout, c'est juste une image. Pure idée. Et après quand tu percutes que le son du téléphone provient de ta télé et pas de ton téléphone, là tu vois en fait l'image qui se brouille et Sadako qui apparaît et tu dis putain bravo, bien joué les gars. Bonus de gros Tu baiser. refais ce bonus avec une sonnerie d'iPhone maintenant et tu chopes tout le monde encore. Moi j'ai une question. Si Sadako, elle sort d'un écran de cinéma, est-ce qu'elle est très très grande et c'est un kaiju? Bah oui, hein. Moi, je pense que c'est vrai et possible. Hein. Après, ça dépend de la valeur. Ça dépend de la valeur d'échelle. Ouais, mais et du coup, si elle sort, si tu regardes The Ring sur ton téléphone, elle sort, elle est toute petite et t'as une mini Sadako comme ça et tu peux l'emmener Moi, je avec pense toi qu'elle dans ta s'adapte. poche. Tu la mets dans ta poche. Ils l'ont pas fait dans les films, je sais que c'est dans Rings, je crois, le reboot américain, où il y a enfin quelqu'un qui fout la télé, un écran plat, par terre, pour voir si elle reste bloquée, du coup. Ça l'empêche pas quand même, elle soulève en fait, elle est en mode bah, tu fais quoi, enfin. Tu fais quoi, les frère? Mais l'idée d'une Sadako géante est très marrant. Bah, ils vont le faire, hein. Ils finiront par le faire. Et si tu prends une masse et que tu lui exploses la tête? Bah, elle s'en fout, elle est pas sur le même C'est plan un physique fantôme. que toi. Elle a vécu 30 ans dans un puits, elle a plus Crois peur quoi, de toi rien. tu vas pas survivre 2 jours avec la canicule, elle a vécu 30 ans dans le puits elle. Hein. On va passer. Alors attends, oui, ah oula, alors attention, mettez vos ceintures. Amnalise nous a gentiment écrit: le film est globalement à chier. Actrice qui joue mal, scénario bidon avec des tentatives de retournement de situation grotesques, copie de la cassette. Pas vraiment de tension au ressenti et musique forte qui fait office de jumpscare, c'est nul de A à Z. Faut vraiment avoir la belle vie pour flipper devant cette merde. Donc on n'est plus dans la vie des auditeurs, on est dans la vie des gros connards en fait. Qu'elle a fait Mais- comme moi, elle s'est trompée de film. Bois de l'eau s'il te plaît. Non, mais ça peut aussi rejoindre ce que je C'est un disais mec. tout à l'heure, à savoir que les codes de l'épouvante asiatique sont pas du tout les mêmes que ceux de l'épouvante occidentale. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont totalement réfractaires à ça et pour qui ça ne marche pas. Et dans mon entourage, en fait, j'ai connu quelques personnes, à qui j'ai montré Ring, Darkwater, Kairo, The Grudge et compagnie. Et vraiment, ils en avaient juste rien à foutre, en fait. Enfin, c'est une grammaire cinématographique, en fait, qui est propre à un pays. Et bah, si tu n'y es pas sensible, et puis voilà quoi. Oui, mais est-ce que c'est la peine de signer d'une manière un petit peu insultante en disant qu'il faut être avoir la belle vie pour flipper devant ça, tu vois? Ah ouais, non, là, ça C'est autre chose. méchant. La forme est pas folle, hein, on va pas se mentir, mais c'est un des rares avis négatifs qui est ressorti, donc je l'ai mis quand même pour la forme. Le deuxième avis négatif, il arrive, c'est Mathieu B du podcast Peggy 18 et ex VHS et Canapé, qu'on salue au passage évidemment, qui dit « Essayez 2 fois et j'y arrive pas. Je m'ennuie et je rentre jamais dans le film malgré des qualités évidentes. Je vais me faire huer, mais je préfère le remake. » Mais en vrai, moi, j'aime bien le remake. Ouais. Ouais, Moi, pour le coup. oui, ça rejoint ce que dit Mathieu. C'est plus joliment dit. Ouais. Mais après, le remake est pas mauvais. Hein. Ouais. En plus, il joue mieux sur de la tension des jours qui arrivent, quoi. Enfin, Mais juste, et puis aussi, il traite pas tout à fait de la même thématique. C'est ça. Ouais. Mais sinon, regardez Darkwater, c'est vachement trop bien bien Darkwater. Monstrueux chef-d'œuvre. Et Oui, Kairo. mais si t'adhères pas à Ringu, je pense pas que tu adhèreras à Darkwater, quoi. Ouais, il se passera exactement la même chose. Darkwater, je l'ai vu en salle et je me rappelle, c'était moitié-moitié. Il y avait moitié des spectateurs qui sortaient en disant putain, mais ce film m'a traumatisé. Je pensais pas du tout voir ça. Et l'autre moitié qui est sortie, ils étaient morts de rire. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Moi j'étais là, mais putain, on a vu le même film ou quoi? Vous êtes cons ou Comme Dario avec Long Legs. Mais est-ce que c'est pas un cas aussi de Ringu est plus flippant si tu le regardes en VHS que si tu le regardes au cinéma ou sur ton Franchement, je ordinateur? pense Est-ce aussi, que c'est ouais. pas un peu comme Blair Witch ou si tu le regardes en DivX en 2002 sur ton lecteur DVD qu'un pote t'a filé? Bah, c'est plus flippant que si tu le regardes sur un lecteur Blu-ray en 2020 quoi. il y a quelque chose aussi qui le relie en fait à une époque, qui le relie à Ah une oui. technologie. Et du coup, moi, quand je l'ai vu la première fois, c'était tout seul dans ma chambre sur mon petit combi avec mon magnétoscope là. Et ouais, moi, je l'ai vu vraiment dans des conditions parfaites quoi. Je pense que paradoxalement, le film m'a fait plus d'effet tout seul chez moi dans le noir dans ma chambre que si je l'avais découvert 3 ans plus tôt au cinéma quoi. Trop hâte du remake TikTok. putain. Pour les, Ils vont le faire, pour les ils vont iPad le- Kids. Mais en vrai, c'est vrai que si t'as jamais connu la VHS, putain, c'est une phrase tellement de C'est vieille. ça, ouais. Bah, en fait, c'est compliqué, mais du coup, quand t'as pas eu d'affect avec la VHS, je pense que du coup, tu te sens un peu plus détaché du film, quoi. Surtout de ce côté, tu peux tomber sur n'importe quelle VHS sans étiquette et tu sais pas ce qu'il y a dessus. Il y a ça aussi, tu vois, parce qu'ils en parlent un moment dans le film. Et ça, c'est un truc, quand t'as eu des VHS, ben, des fois, tu savais même plus ce que t'avais dans ta bibliothèque, quoi. On avance les loulous. On va passer à ultra-violence moderne. La forme quintessentielle de la J-horror où ça lie parfaitement la question technologique, notamment la question du pouvoir des images transmises de main en main, mais aussi de toute la mystique du Yurei, et plus précisément du Onryo,
On pourra néanmoins lui reprocher la déshumanisation de son antagoniste, notamment par souci de mystification, mais aussi d'avoir éludé la question du viol chez le personnage de Ryuji. Nakata fait de Sadako une créature latente et interstitielle, légèrement monomaniaque, mais nie en partie par la même occasion son rôle de victime en délestant son récit des éléments qui ne vont pas en ce sens, ce que Ring Zero, voire Spiral, avait bien mieux compris. La référence au viol vient du fait que dans le téléfilm Ring sorti avant, et je crois le bouquin, Ryuji est un violeur. Ryuji, c'est lequel ? C'est l'ex-mari. Pour moi, c'est sous-entendu. Hein. Moi, je vois que c'est quelqu'un, que c'est une personne abusive. De toute façon, sa relation avec son étudiante, elle est Voilà. problématique. Enfin, voilà, elle est ambiguë en tout cas. Et pareil, elle a ce même truc, cette fille, c'est dès qu'elle le voit, elle devient... elle se recroqueville un peu sur elle-même, elle a les épaules qui rentrent. Voilà, il y a ce truc de... Il a une emprise vraiment sur toutes les femmes qui l'entourent, quoi. Surtout toutes les personnes qui sont potentiellement plus faibles que lui. On va passer à Nightmare on Friday. L'histoire mélange parfaitement le fantôme asiatique traditionnel et la touche de modernité avec l'aspect viral de la VHS, modernité pour l'époque. La légende urbaine parfaite. De plus, le film fait les bons choix en rajoutant une imagerie forte comme la scène de la télé, non présente dans le livre. Donc c'est un film entre tradition et modernité, quoi. Le Japon. Elle est forte. Je me suis forcé à pas la faire. Non, mais j'étais là pour la faire, t'inquiète. Lucidier, on finira avec Stavi. Autant la quadrilogie des livres... Non, tétralogie du coup. Autant la tétralogie de livres est complètement ouf, tant elle visite plusieurs genres tout en restant cohérente. Autant le film, qui de souvenir ne couvre qu'une partie du tome 1, n'est pas foufou. Il n'est pas mauvais en soi, mais on n'en retient pas grand-chose, mis à part quelques scènes graphiques et la petite écolière japonaise aux cheveux gras. Je pense que c'est un bon exemple pour montrer la difficulté d'adapter en long métrage des histoires vraiment complexes tirées d'un autre médium. Film à voir, surtout avant de lire les livres qui, eux, mettent de bonnes grosses claques, je les conseille. On finira sur cette reco littéraire. On va vous dire du coup au revoir et vous laisser avec cette interview que j'ai fait à Japan Expo, car pendant que la division lyonnaise de Jumpscare gérait le stabaton au soleil sous la joie et la bonne humeur, je redécouvrais les joies du RER B pour aller à Villepinte à Japan Expo qui recevait du beau monde, dont Rieino, Sadako elle-même, on le redit, et Takuya Wada, directeur des maquillages et des effets spéciaux sur le film, au passage directeur d'animation sur Ken le Survivant pour les gros weebs qui nous écoutent. Donc évidemment on s'est jeté dessus, on a eu droit à une petite interview. Je développe un peu, les interviews à Japan Expo ne durent que 20 minutes pour ceux qui sont habitués à nos entretiens de 1 heure et quelques. Tout ça parce que les invités sont énormément demandés entre les conférences, les séances de dédicaces et rajouter le fait que y a de la presse qui vient de partout pour interviewer les guests et visiter le salon. Il y a même la télé japonaise sur place, faut le rappeler, hein, c'est à ce stade. Et comme c'est le rush constant pour les guests, on a le droit à des créneaux de 20 minutes avec les invités, et dans le cas présent, c'était 20 minutes avec les 2 guests en même temps, en prenant en compte la traduction en live par un interprète. Donc ça a été un challenge de gérer ça, sachant qu'au final, on n'a pu poser qu'un quart de nos questions qu'on avait, mais c'est pas grave, vous allez voir, il y a des bonnes anecdotes, ils étaient super sympas, et c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'invités dans un podcast cinéma d'horreur en France, donc on est évidemment très heureux de les avoir eu un peu avec nous. Vous allez entendre une autre voix que vous n'avez pas entendue dans le podcast depuis un moment, car j'ai fait cette interview avec Bérénice, qui était déjà avec nous dans l'épisode spécial où on débriefe la Nuit Nanarland 2024, et s'initie sa première interview, et elle a été d'une énorme assistance technique le jour J, donc accueillez-la comme il se doit, s'il vous plaît. On remercie plusieurs personnes. Aurélie Lebrun, attachée de presse chez Japan Expo, qui a réussi à nous trouver ce créneau, et sans qui cette interview n'aurait pas eu lieu. Je la cite, hein, ils ont fait rentrer des carrés dans des ronds niveau planning, donc merci beaucoup. On remercie Fabien Moreau, qui nous a beaucoup aidé sur l'organisation. On remercie Pierre Giner, qui a été un excellent interprète français-japonais, et qui traduisait en live les propos de Madame Ino et de Monsieur Wakada. Donc gros merci à lui. On vous laisse avec l'interview. On se retrouve techniquement début septembre. On va prendre le mois d'août pour se reposer un peu, parce que la seconde partie de l'année sera remplie de projets assez fous. On n'en dira pas plus, wink wink. Profitez du soleil, profitez des vacances, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous connaissez la conclusion de l'émission, hein, bien sûr. Bonnes vacances, et d'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Alors Madame Ino, Ringu signe vos premiers pas au cinéma, c'est un rôle clé. En plus, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez été choisi pour incarner Sadako ?
リングっていう作品は映画初主演だと思いますけれども、そういう時はどうやって選ばれるようになりましたのでしょうか？私はその前から今までもずっと続けて劇団にいます。その劇団は体の表現に定評がある、そういう劇団だったので、キャスティングの会社から劇団にセリフがない、顔が見えない、体の動きだけでこの世のものとは違う異次元な怖い存在を作る人を探してると言って話が来ました。En fait, je suis une actrice de théâtre. Je joue souvent au théâtre, mais comment pourrait-on dire? En fait, je suis dans une sorte de théâtre un peu avant-gardiste, c'est-à-dire que la lumière, l'espace, ce n'est pas uniquement de répondre de donner des répliques et de jouer un rôle. En fait, on utilise la totalité de l'espace. Donc, on a beaucoup de mouvements de danse, beaucoup d'expressions corporelles dans notre troupe théâtrale. Et un jour, en fait, on a reçu de la part de l'agence de casting pour le film de Ring, on a reçu à la troupe théâtrale, on a reçu une lettre en disant on cherche une personne dont on ne verra pas le visage, qui ne devra dire aucun mot et qui aura des mouvements saccadés et des mouvements bizarres, enfin des mouvements pas humains. Voilà, pas humains. Surtout, c'est des mouvements qui ne sont pas ceux d'un humain. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre troupe capable de faire ça? Et c'est comme ça que j'ai été choisi. Comment est-ce que vous êtes préparé physiquement et mentalement pour un tel rôle? Est-ce que vous êtes basé sur le livre original ou alors Hideo Nakata avait sa propre vision du personnage? Ino-sanはそういう貞子は決定した時に、その時からはどんな特訓か訓練とか考え方をして貞子を演じる悩みがあったと思いますけど、どういう形で貞子を演じた、それで最初は、劇場展じゃなくて小説は読んでましたか？その劇団に話が来た時に、実はその話を受けた先輩は一番最初に研究生といって若手に振りました仕事っていうのは、そのセリフもない、顔も見えないからあんまりいい話じゃないよ。で、研究生の女の子が3人監督に会いに行ったんだけど、たまたまその時期いた若手がみんな背の低い女の子で、監督がいやもうちょっとスッと背の高い人がいいんだけどって言って、その次に先輩から私に話が来ました。で、その時にいやなんかあんまいい話じゃないよ、でも映画の現場ちょっと体験してみるの面白いと思ってどうって言われて、で送ってもらったシナリオがものすごく面白くて、読んだだけでこんなに怖いんだ、こんな面白そうならぜひやってみたいって思ってやらせてくださいと言いました。本はその後に読みました。En fait, lorsque cette demande d'actrice est arrivée à la société, à la troupe théâtrale, le patron avait envoyé 3 jeunes actrices et qui a discuté avec le réalisateur, M. Nakata. Sauf que M. Nakata voulait quelqu'un de légèrement plus grand, plus élancé, parce que les 3 actrices étaient quand même assez jeunes, mais plutôt de petite taille. Donc, il n'était pas d'accord. Enfin, il n'a pas retenu les 3 candidatures. Et puis, il a redemandé à notre chef de la troupe. Et après, il a discuté. Il fait, bon, il y a toujours ce projet de film, mais c'est peut-être pas intéressant. Enfin, ne vous forcez pas. Et puis, elle a lu quand même le script parce que déjà, elle était intéressée par voir au moins ce que c'est qu'un tournage de film. Donc, j'ai dit, tiens, au moins, je pourrais avoir l'occasion d'aller voir un tournage en vrai. Et elle a lu le scénar et là, elle a dit, waouh, dis non, mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Foutre la trouille comme ça et tout, c'est un truc que j'aimerais faire. Et j'ai demandé à passer l'audition et puis j'ai été accepté. Ce n'est qu'après que j'ai lu le livre de Monsieur Suzuki. 役が決まってから特別特訓とかトレーニングとかそういうことはなくって、それまでずっと何年もかけて劇団でやってきた体の使い方っていうのがそのまま定かに扱われています。ただ意識として自分で考えた大事にしようと思ったことはやっぱりどうすればより怖くなるかっていうのを一生懸命私も考えていたので、その
見た人が自分は何にも悪いことしてない、何も知らない、関係ないのに自分に向かって全面的なこう恨みの感情で向かってこられたら、それが一番怖いだろうなと思って、それが表現できる体の使い方をするように意識をしました。Et en fait, je n'ai pas reçu particulièrement, enfin, je ne me suis pas eu un entraînement physique particulier pour jouer le rôle. En fait, tout ce que j'avais fait pendant des années dans la danse, dans l'expression corporelle, de ce côté-là, j'étais vraiment confiante. La seule chose qui m'inquiétait un peu, c'était, psychologiquement parlant, c'était comment interpréter justement ce personnage, rendre une peur indicible au personnage de Sadako. Et je me suis dit, quelqu'un qui s'approche, vous êtes dans la rue, puis d'un coup, quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam s'approche de vous, et vous voyez dans son expression, parce qu'on ne voit pas son visage, vous voyez quand même qu'elle vous en veut et qu'elle en veut qu'à vous. Et vous ne savez pas pourquoi. Et l'approche de cette menace grandissante, alors que vous êtes au courant de rien, vous ne savez même pas ce qui se passe, je pense que c'est ça qui fait le plus peur. Et c'est en fait, j'ai orienté ma manière de jouer le personnage sur cet aspect de, comment dire, que tout le monde peut y passer sans savoir pourquoi. Monsieur Wada, dans Ringu, Sadako, elle a un design très différent de la Sadako du livre original et même du téléfilm qui avait été fait un petit peu avant Ringu, sorti 2 ans avant. Elle ressemble beaucoup à un célèbre type de fantôme japonais, le Onryo, avec sa longue robe blanche, ses cheveux noirs, etc. Est-ce que c'est l'inspiration? Est-ce que vous aviez une carte blanche? Est-ce que Hideo Nakata était investi dans la création du look? Ou c'était purement vous? Wada-sanはリングで貞子を作るときに、想像するときに作るときに、やっぱり今までの、幽霊とちょっと違うキャラクターになった。逆に貞子っていうキャラクターが昔の怪談みたいね、長い服で白い顔でこう出るとか、それはそれでもその映画の貞子は小説の貞子と全く違うもので、だから和田さんは中田さんと一緒に話して、じゃあ小説と違うキャラクターに作りましょうっていうことでしたか？そうですね、中田監督自体がその前に女優霊という映画をやって、でその時にその撮影所の、照明の奥に、髪の長いやっぱり顔の見えない霊が立ってるっていうのはもうイメージとして中田監督の中にできてたんで、多分貞子もそのイメージをそのまま引っ張ってきてるっていう、中田秀夫監督の霊に対するイメージっていうのがあったと思うんで、そういう意味ではだからこだわりはあちこちにあって、で僕の場合はどちらかというとそれの相談役に近い、具現化するにはどうしようかとか、だからやっぱり特殊メイクとして一番こだわったのはその爪のない指先で、当然その色味に関しても現場で監督もここ黒ここ赤ってね、メイキングにも昨日上映したメイキングにも映ってますけれども、そういう細かいテクスチャー、要はどういうことかというと、その特殊メイクで怖がらせるような例にはしたくないっていうのは僕はあったんですね。でそれはだからやっぱり顔絶対見せたくないということが最初からもう意識の中にあって、でそれは監督も同様で、じゃあ、ただだけどオーソドックスなやっぱり四谷怪談のお岩さんであったり、日本のその古典的幽霊に対するイメージっていうのは必要だよねと、あった方がいいよねということで、やっぱり黒髪の長い髪、それはなんでやっぱり昔怖かったかっていうと、昔の日本の女性は髪を結っていた。でそれが例えば刀によってバーンって切られたざんばらにこうなるみたいな、そういうイメージってやっぱり恐怖に結びつくだろうなっていうのもイメージとしてあって、で笑い話にあったけど、そのうちの母が私がちっちゃい時に母がやっぱり腰まで長かったんで、お風呂上がりにたまたまお風呂の前を通りかかったら「拓也」って呼ばれて、でその時女性はこう前でこうバスタオルで拭いてて、こうやってその見られた顔がなかったんだよね。それがものすごく怖かったから、そのイメージを大事にした。En fait,
Au début, Monsieur Nakata avait réalisé un premier film qui s'appelait Joyurei, le fantôme de la femme, où il avait déjà cette idée de personnage éclairé en fond, avec des longs cheveux où on ne voit pas très bien le visage, mais qui ne bouge pas, qui est dans un coin. Voilà. Et il avait ce visage. De mon côté, moi, je ne voulais pas faire peur avec des effets spéciaux de masques ou des effets spéciaux plastiques ou visuels. Donc, de ce côté-là, nous étions à peu près d'accord, on ne voulait pas montrer le visage de Sadako. Voilà, on voulait tenter quelque chose d'autre. Là où on est tombé d'accord aussi tous les deux, c'est que, bon, nous sommes au Japon, il nous faut quand même, malheureusement pour le public qui regarde, quelques références. Et c'est vrai que la référence du Onryo, donc de Yotsuya Kaidan, notamment c'est ce personnage qui sort d'un puits d'une femme trahie, empoisonnée par son mari. Cette référence-là, avec les longs cheveux, la longue, le costume, enfin le kimono ou la robe, était à mon avis nécessaire. On était d'accord tous les deux pour donner cette référence au personnage de Sadako, visuellement parlant, pour que le public qui regarde ait cette référence. Et puis pour terminer aussi une blague, enfin c'est pas une blague mais c'est une petite histoire amusante qui m'était vraiment arrivée. Lorsque j'étais gamin, en fait, ma maman avait des cheveux qui descendaient quasiment jusqu'aux fesses. Et lorsqu'elle se lavait les cheveux, une fois elle les mettait devant pour les sécher avec une serviette. Et voilà. Et lorsque je suis passé devant la salle de bain, ma mère m'a appelé et il n'y avait pas son visage puisqu'elle avait les cheveux sur le... Et là, ça a été pour moi une vision de choc. Et c'est cette pensée de mon enfance qui a ressurgi, qui m'a permis de finaliser visuellement le concept de Sadako. Dans un certain sens, c'est ma mère qui était la plus effrayante. Vous êtes principalement connu pour votre rapport à l'animation avec Hokuto no Ken, Cobra. Comment avez-vous fini par vous occuper des maquillages sur un film comme Ringu, qui est votre premier travail dans le cinéma live action? やっぱり和田さんがアニメの業界で長くいて、でその真逆な、ターニングポイントで完全にアニメから特殊メイクでしょ。監督とかがまだつながりがあると思ってますけど、いきなり特殊メイクに、展開して仕事をしてはどういうきっかけだったんですかとか、それで一番最初の、特殊メイクの仕事は何でしたか？そういう意味では僕は実写の監督になりたいっていうのは、変わらずあって、だから僕の場合はアニメであろうが映画実写でもあろうが、その同じフィルムワークであるというのは意識の中で変わらないので、まだ実写の仕事も今やめたつもりもないし、やりたくなったら やりたいなっていうのはあって、でただやっぱりその日本の、特撮業界に新しい風を吹かしたいとか、やっぱりハリウッドのすごい技術は日本にどんどん持ち込んで日本の映画の映像を変えたいなっていう気持ちもあったんで、特殊メイクとか合成とか SFXそういうカットを考えるディレクター、それが得意なディレクターっていうのはアニメもやってきた自分には得意なんじゃないかなと思って、そういうアプローチで変わっていったってことですね。En fait, pour moi, le travail, que ça soit sur un film live ou une production en animé, la filiation est identique. Et en plus, depuis que j'étais jeune, je me destinais pas à être animateur au départ. Ce que je voulais être, c'était réalisateur de films. Voilà. C'est par plusieurs choses que j'ai réussi à me retrouver dans l'animation. Mais pour moi, ce que je voulais, c'était réaliser des films. Alors, lorsque j'ai décidé, après plus de 15 ans d'animation, de passer à autre chose, je me suis remis dans un de mes premiers rêves, qui était le film live. Bon, là, je me suis retrouvé dans le making les effets visuels et spéciaux. Mais c'était pour moi quelque chose qui était assez naturel dans mon processus de pensée. En même temps, là, je ne réalise plus de films, mais je n'ai pas quitté le milieu du film. Si demain j'ai envie ou j'ai une offre qui m'intéresse arrive, je serais heureux de retourner dans le film live. Il n'y a pas de souci. Ichiban saisho ni kaketa satsuhin tokusatsu. そうだな、なんだろう。そう、テレビドラマの、深夜ドラマで
ものすごく予算のない全12話のブラックアウトっていう、カルトドラマがあって、それですね。Mon premier travail en tant que professionnel dans le milieu du maquillage et tout ça, c'était une série de 12 épisodes avec un budget absolument innommable en termes de pas beaucoup. Et c'est une série qui était diffusée le soir et qui s'appelait Blackout. C'était mon premier travail. まあストーリーはX-Files のパクリですけど、ね。C'est honteusement une copie de X-Files. La dernière question qui sera pour Madame Hino. Quel impact au final ce rôle a eu sur votre carrière d'actrice de théâtre? Et est-ce que vous étiez préparée à devenir une icône de l'horreur et qui plus est, une des rares antagonistes de franchise horrifique féminine? Ino-san wa, そのリングやってから、その自分の人生にどんな影響があったのでしょうか。それで、いろんなホラー映画の、悪役が、知名度が高い悪役がいるんですけれども、ですけど、女性悪役が少ない。それで、世界で、アイコン的なキャラクターになってはどういう気持ちですか？まあ、びっくりしてます。でそれもなんか時間が経つほどにだんだんこう貞子が有名にっていうか偉大な存在であるっていう認識が強くなってどんどん広まっているのでそれも不思議です。だから人生において一番大きなその貞子のためにをやった結果として起きた一番大きな出来事は今ここにいることです。Oh. En fait, pour être honnête avec vous, je ne ressens en fait le succès de Sadako qu'avec les âges. C'est-à-dire au début, on a eu du succès, mais bon, moi je continuais ma carrière de théâtre et il n'y avait pas d'autres offres. Et puis, disons que le succès n'était pas celui qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pas devenu ce qu'on appelle un culte. Mais honnêtement, je suis extrêmement heureuse de voir qu'avec les années, en fait, le personnage de Sadako devient de plus en plus emblématique. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais il est de plus en plus emblématique. Et pour visualiser les choses, le plus gros effet du succès de Sadako que j'ai aujourd'hui, c'est d'être invité en France pour un salon à l'étranger, en tant que Sadako. だから僕的にはもう伊能さんが演じた貞子以外は認めてないので、アンオフィシャル貞子。Pour moi, à part les Ring 1 et 2 où Madame Hino interprète Sadako, je ne reconnais pas. Je l'adapte. Voilà, c'est que des répliques après. まあでもね、顔の見えないキャラクターだから伊能さん街歩いてても「ああ貞子」って「貞子サインください」って言われることは一切ないから、oui. そういうことはないもんね。L'avantage de ne pas avoir de visage, c'est qu'on vous arrête pas dans la rue pour vous demander des dédicaces.